Toute l'humanité à travers le monde est transportée dans un monde de survie dans le brouillard. Et seul moi peux retourner sur Terre, pendant que Naruto coupe du bois péniblement le jour, construit une cabane en bois, et lutte désespérément contre les monstres dans le brouillard la nuit, et qu'il ne peut se nourrir qu'à peine avec du pain et de l'eau minérale. J'avais déjà commencé à faire des achats à 0 € dans un supermarché géant, regardant l'eau minérale et la nourriture devant moi dans les villes et villages. Je n'ai pas hésité. J'ai rempli 1 mètre carré dans l'espace système directement. Puis je suis retourné dans le monde de survie dans le brouillard. À ce moment, le canal de discussion de la région était très animé. Quelqu'un a dit qu'il avait trouvé un coffre en bois dans la forêt, et en avait tiré du pain et de l'eau minérale. Quelqu'un se plaignait, que la nuit était beaucoup trop froide. Si on ne fait pas du feu bientôt, on mourra de froid. Et c'est alors qu'un briquet est soudainement apparu sur le marché d'échange. Mais son prix était extraordinairement élevé. Louer une fois coûte 10 morceaux de bois, et un adulte ne peut couper qu'environ 15 morceaux de bois par jour. Ce prix absurde a provoqué des plaintes dans le chat public. Mais le loueur de briquets restait arrogant, et disait directement: je suis le seul à avoir un briquet dans ce serveur de 1000 personnes. Si c'est trop cher, ne louez pas. Attendez de mourir de froid. Face à son attitude arrogante, je méprisais profondément. Puis j'ai immédiatement jeté 10 briquets sur le marché des échanges. Et la location ne coûte qu'un bois à chaque fois. Une fois l'affaire connue, la section des commentaires publics est devenue encore plus animée. Merci au grand maître d'avoir fait baisser le prix des allumettes. Vous êtes vraiment un homme bon. Il y a en tout 10 briquets. Est-ce que le grand maître faisait décharger des marchandises en traversant le temps? Merci beaucoup grand maître. Le grand maître trouve toujours un coffre au trésor en sortant. La première personne à louer des briquets a tout de suite été inquiète. Alors elle s'est précipitée pour m'envoyer un message privé. Frère, il n'est pas nécessaire de baisser le prix à ce point. Nous pourrions parfaitement fixer un prix élevé pour faire une petite récolte. Je méprisais profondément sa proposition de traire les clients. Alors j'ai répondu: je m'en fiche, puis j'ai fermé la messagerie privée. Après tout, j'avais depuis longtemps dépassé le stade de m'inquiéter pour ma subsistance. Naturellement, je pouvais aider un peu mes semblables. Il faut juste aider un peu ses semblables. Si toute l'humanité disparaissait, quel sens aurait-il de vivre seul dans ce monde? J'ai de nouveau mis les briquets sur le marché des échanges. Une demi-heure plus tard, j'avais accumulé plus d'une centaine de bois. J'ai donc sans hésitation élevé ma cabane en bois au niveau 2. 50 bois ont été consommés. Cela a permis de boucher les fissures par où le vent passait dans la cabane, et d'agrandir l'espace intérieur de la cabane de 50 mètres carrés. Et il y avait une fenêtre en bois ouvrante, et le classique ensemble de 3 pièces de cuisine. La prochaine amélioration nécessitera 100 unités d'ingrédients. Après avoir tout fait, je suis allé me coucher. À ce moment-là, le brouillard dehors était épais, accompagné des rugissements de diverses créatures. Sortir était comme chercher la mort. Le temps était au lendemain matin. Je fus soudain réveillé par un bruit de coups à la porte en plein sommeil. En même temps, un son de notification du système retentit à mon oreille. Attention, ta cabine en bois subit une attaque d'une créature inconnue. La durabilité actuelle est de 98%. Je me levai rapidement, et pris la hache de pompier près du lit. Puis, je jetai un coup d'œil au canal de chat régional. Le canal de chat régional affichait le chiffre 987 à côté. Cela signifie que 13 personnes sont mortes dans cette zone en une nuit. À ce moment, le chat était rempli de lamentations. Y a-t-il des monstres qui frappent à la porte dehors? La durabilité de notre cabine est réduite à 2 points. Ils vont bientôt forcer l'entrée. Frère à l'étage, ne panique pas. La plupart des monstres partent quand la durabilité atteint 1 point. Non non non. Maintenant la durabilité de ma cabine est à 1 point. Mais il continue à frapper. Cela signifie que tu es confronté à une petite poignée, prépare-toi à mourir. Frère, en peu de temps, il y a encore une personne de moins sur le canal de chat régional. Alors que j'hésitais à sortir pour affronter le monstre, un utilisateur nommé Nord Military Région 1996 a soudain commencé à inonder le chat. Mes amis, ne paniquez pas quand un monstre frappe à la porte. Faites tout votre possible pour riposter avec ce que vous avez autour de vous. D'après mes observations, il y a 2 types de monstres au total. Un qui ne détruit pas la maison, et qui fuit quand il est blessé, et un autre qui détruit la maison, et qui devient furieux une fois blessé. Donc surtout ne restez pas là à attendre votre sort. Il faut profiter du moment où le monstre attaque la cabane, pour le frapper à travers les fissures avec une lance en acier. Si le monstre pénètre quand même à l'intérieur, n'ayez pas peur non plus. Essayez de frapper les parties saillantes du monstre. Ce sont ses points faibles. Après avoir lu cela, j'ai éprouvé une grande admiration pour ce partage. Regardez ce nom. Il est très probable que la personne soit un militaire avant de traverser. Peu de temps après, beaucoup de réponses ont aussi fleuri sous le partage, tout exprimant une gratitude sincère envers le partageur. Et à ce moment-là, j'ai décidé de ne plus rester passif. J'ai d'abord démonté la hache de pompier prise dans le couloir, pour obtenir du métal et du bois. Puis j'ai fabriqué une lance en acier de qualité blanche, avec une puissance d'attaque atteignant 20, soit 15 points de plus que la lance en pierre. Et comme la cabane ne présentait plus de fissures après sa mise à niveau, alors je n'ai eu d'autre choix que d'ouvrir silencieusement la fenêtre. Ce qui est apparu devant mes yeux était un homme tête de cochon d'environ 2 mètres de haut. Il frappait alors violemment la porte en bois.
Je n'ai pas hésité. J'ai directement lancé ma lance. Avec un bruit de plouf. Ce coup a clairement pénétré sa chair. S'en est suivi l'horrible plainte de l'homme tête de cochon. Mais très vite, ses attaques sont devenues plus brutales. En même temps, la durabilité de la cabane en bois diminuait rapidement. Alors j'ai continué à le poignarder une dizaine de fois. Les bruits dehors se sont enfin arrêtés. Après avoir récupéré mes forces, j'ai ouvert la porte en bois. Le gigantesque homme tête de cochon à l'entrée avait déjà disparu sans laisser de traces. À sa place, il y avait des ressources éparpillées partout. Après avoir rassemblé les ressources, j'ai refermé la porte en bois. Puis j'ai commencé à inventorier le butin obtenu. La chair et le sang de la bête peuvent, après consommation, renforcer considérablement la constitution. Fusion matière unifiée. Le noyau terrestre peut être utilisé pour des mises à niveau fonctionnelles et diverses autres fonctions. Noyau de bâtiment 2, un noyau laissé après la destruction d'un poste de garnison. Son utilisation permet d'augmenter de manière permanente la durabilité des bâtiments. Plan de fabrication de clôture en bois 1. Son utilisation débloque la méthode de fabrication de clôture en bois. Permet de repousser certaines créatures et le brouillard blanc hors de la clôture. Après avoir compris cela, j'ai d'abord réparé la durabilité de la maison avec du bois, puis j'ai utilisé le noyau de bâtiment. La durabilité de la cabane en bois a été augmentée à 115. Puis j'ai commencé à cuisiner la chair de la bête sauvage. Alors que les autres mangeaient de la viande crue, j'avais déjà commencé à cuisiner avec soin, et à préparer diverses épices. Lorsque la viande a commencé à devenir dorée, j'ai saupoudré du sel et du poivre, du 5 épices et autres assaisonnements. Une bouchée et la bouche étaient pleines de saveurs. En même temps, je ressentais une force incessante. Juste au moment où je m'apprêtais à croquer le morceau, un message de transaction est soudain apparu. Voulez-vous échanger contre rien la chair de la bête sauvage du district militaire du Nord 1996? 3 dagues militaires de qualité verte, un vêtement par éclat de qualité verte, et 5 ingrédients inconnus? Donc j'ai immédiatement commencé à discuter en privé avec le district militaire du Nord. Monsieur, vous vous êtes trompé de clic, n'est-ce pas? Pourquoi m'envoyez-vous autant de choses? Je ne me suis pas trompé. Je suis sur le point de mourir. Et en tant que bon samaritain, je vous offre ces choses. En même temps, dans une petite cabane en bois déjà effondrée quelque part, Wang Wu était allongé parmi les ruines, avec plusieurs blessures terribles à la taille, et du sang coulait. Il y a une demi-heure, elle a été attaquée par une bête maléfique puissante. Bien qu'en fin de compte ce soit lui qui a remporté la victoire. Il a aussi subi de graves blessures. Avec les conditions actuelles, il est déjà hors d'état de se relever. Alors, dans son dernier moment de vie, il a décidé de donner toutes ses ressources à cette personne bonne. Mais juste au moment où Wang Wu s'apprêtait à abandonner la vie, un message de transaction est soudainement apparu. Le contenu de la transaction était une trousse médicale de qualité verte. Quand Wang Wu a vu cette trousse médicale, il a instantanément écarquillé les yeux. C'était une ressource de survie lourde qu'il n'y avait absolument pas dans le monde de la brume. Il ne s'attendait pas à ce que cette personne ait non seulement des briquets en abondance, mais aussi quelque chose d'aussi précieux. Et en plus, elle les lui a généreusement offerts. À ce moment, Wang Wu n'a plus hésité, et a directement accepté cette demande de transaction. Après tout, pouvoir vivre. Personne ne veut mourir. En même temps, il m'a envoyé un message privé. Merci pour ton aide. Si je peux survivre cette fois, je te rendrai forcément la vie sauvée. Après m'avoir répondu, Wang Wu a immédiatement ouvert la trousse médicale devant lui. Puis il n'a pas pu s'empêcher d'écarquiller les yeux. Elle contenait toutes sortes d'outils, tout ce dont on peut avoir besoin. Si seulement il avait assez de capacité. Je crains qu'une petite opération ne pose aucun problème. Après que Wang Wu ait simplement soigné la blessure, je lui ai échangé 100 morceaux de bois, pour qu'il répare, et améliore sa maison. Wang Wu n'a pas été poli. Il a accepté directement. Il faisait encore nuit à ce moment-là. Et moi, ennuyé, je suis retourné sur Terre. Je suis d'abord allé dans un magasin de luxe, où j'ai pris un ensemble d'équipements de sport de plein air de qualité. Puis j'ai trouvé 2 pistolets et 4 chargeurs au poste de police. Sachant que pour améliorer la maison, il me fallait des ingrédients. J'ai finalement pris beaucoup de matériaux de construction sur un chantier. Comme chaque retour sur Terre a une limite de temps, je n'ai pas eu le temps d'aller à l'armurerie, et je suis retourné dans le monde de la brume. À ce moment, j'avais déjà 112 points d'ingrédients. Alors sans hésiter, j'ai amélioré ma maison. Avec la disparition de 100 portions d'ingrédients, l'environnement autour de moi a rapidement changé. Le matériau de construction de la maison est passé du bois à la pierre. Et l'espace s'est agrandi de 50 mètres carrés, atteignant 100 mètres carrés. La durabilité a également augmenté de 5 points. Après l'amélioration, j'ai sorti le plan de clôture en bois fabriqué à partir de la bête de brouillard. Si quelqu'un voyait que je voulais construire une clôture, il en resterait bouche bée. Après tout, la grande majorité des gens ne peuvent même pas améliorer leur cabane en bois maintenant. Sans parler de prendre du bois pour construire une clôture. À cause des gens qui ne cessent de m'emprunter mon briquet. J'ai maintenant plus de 200 morceaux de bois. Donc je n'ai absolument pas à m'inquiéter pour les matériaux. Alors que je travaillais assidûment à planter la clôture dehors, j'ai soudainement senti un objet dur sous la terre. Après avoir creusé le sol, j'ai découvert quelque chose d'inattendu. C'était un coffre carré.
Et en plus, c'était un coffre de qualité bronze. Je n'ai pas hésité. Je l'ai ouvert directement. À l'intérieur, il y avait quelques objets qui émettaient une léger scintillement. 50 grammes de gros sel. 2 oranges. Une bouteille d'eau minérale. Un schéma de fabrication de torches de qualité bleue, en 2 exemplaires. Lorsque j'ai vu le schéma de torche, j'étais très excité, car cela signifiait que j'avais maintenant la capacité d'explorer dans le brouillard. Après avoir fini de construire la clôture, j'ai utilisé mon pain que je ne pourrais jamais finir, pour échanger sur le canal de commerce quelques ressources spéciales. Et j'ai aussi envoyé une enveloppe rouge dans le canal public. Le contenu de l'enveloppe était une bouteille d'eau minérale de 500 ml et un morceau de pain. Je l'ai fait d'une part pour aider mes pairs, et d'autre part pour augmenter mon influence, afin de faciliter la construction de mon propre pouvoir plus tard. L'enveloppe a été saisie en 0,4 secondes après l'envoi. Puis tout le canal de chat de la région a explosé. Merde, le boss est tellement généreux. Il y a tellement de pain qu'on ne peut pas tout manger. C'est vrai ou faux? La nourriture du boss a débordé? Mais c'est quoi votre vitesse de réaction? Ouvre-le alors. Je dénonce le canal régional. En un instant, ça inonde l'écran, impossible d'arrêter. Après avoir distribué les enveloppes rouges, j'ai fermé le canal régional. Et j'ai fabriqué une caisse de culture à l'intérieur. Le plan de la caisse de culture a été échangé au marché tout à l'heure. Le prix était 2 litres d'eau minérale. Pour moi, ce prix est quasiment rien. Après avoir installé la caisse de culture, j'ai planté les graines d'orange. Le système indique un temps de maturation d'environ 15 jours. Une fois tout fait, je suis entré dans le monde brumeux du sommeil. À l'aube du 3e jour, les bêtes de brume ont envahi la maison des humains à l'heure prévue. Cette fois, les bêtes de brume sont plus puissantes que d'habitude. Au bout de peu de temps, le nombre de personnes en ligne sur le canal a commencé à baisser. Certains ont même commencé à envoyer des enveloppes rouges sur le canal. Parce qu'ils savent qu'ils sont condamnés à mourir. Ils veulent donc aider leurs semblables dans ces derniers instants de vie. Et à ce moment-là, un bruit étrange s'est fait entendre derrière ma porte. Après avoir bien équipé, je sors dehors. Mais ce qui apparaît devant mes yeux me fait directement avoir un arrêt cardiaque. Un visage de la taille d'une table flotte dans les airs. Son expression est déformée et douloureuse. Cette scène effrayante me fait aussitôt perdre mes jambes. Mais quand la brume commence à se dissiper, je découvre qu'il s'agit d'un serpent géant avec un visage imprimé sur la poitrine. La taille immense de ce serpent me fait comprendre qu'en ce moment, les armes blanches sont totalement inefficaces. Alors je sors directement le pistolet de service à la ceinture. Puis je vide rapidement le chargeur sur le serpent géant. Avec une rafale de flammes éblouissantes, je touche le serpent, qui pousse un hurlement intense de douleur. Puis il se retourne pour fuir, disparaissant dans la brume. Moi, je ne baisse pas la garde non plus à ce moment-là. Lorsque le soleil se lève, et que la brume se dissipe, je m'arme complètement. Puis je poursuis la trace de sang laissée par le serpent blessé. Mais après avoir marché longtemps, je trouve à l'endroit où la trace de sang s'arrête une grande quantité d'objets tombés. Il y a même des objets rares de qualité bleue. On dirait que ce serpent géant est mort à cause d'une trop grande perte de sang. Tout excité, je ramasse tous les objets. Le plus précieux étant un poignard de qualité bleue. Alors que la plupart des gens ont des armes blanches. Moi, je possède déjà une arme de qualité bleue. Son nom est dague croc empoisonné. La lame est toxique tout temps, pouvant aussi projeter du venin à la pointe. Il faut aussi mentionner un livre de compétences de qualité verte. Le nom de la compétence est sprint. Après une courte charge, on peut sprinter et augmenter la force d'attaque. Après avoir expérimenté la compétence, quelqu'un m'a soudainement envoyé un message privé. Frère, j'ai trouvé un livre dans un coffre de bronze. Je suis sûr que tu pourrais t'en servir. Peu après, j'ai reçu un livre appelé Codex de la brume blanche. La description dit qu'il permet d'identifier les objets de qualité inférieure au bleu. Après avoir remercié Wang Wu, j'ai commencé à tester la fonction du codex de la brume blanche. J'ai d'abord utilisé le codex sur un livre de fabrication de lances en acier. Puis j'ai appris une information importante. À savoir que le livre de fabrication de lances en acier de qualité bleue, fabriqué avec du matériel vert, produira le plus souvent une lance de qualité verte. Mais avec une probabilité de 0,8% une lance de qualité bleue peut sortir. Les gens ordinaires n'oseraient pas rêver que cela arrive. Mais moi, j'ai presque des ressources illimitées. Alors je suis retourné sur Terre. J'ai ensuite recueilli une grande quantité d'acier sur un chantier, dont la majorité était de qualité verte. Puis je suis revenu dans le monde de la brume. De retour dans le monde de la brume, j'ai d'abord disposé quelques pièges autour. Puis j'ai commencé à fabriquer frénétiquement des lances en acier. Ce qui m'a surpris, c'est que, en seulement 40 tirages, j'ai eu directement un objet. Avec l'élévation d'une lueur bleue, j'ai regardé avec excitation les attributs de la lance d'acier de qualité bleue, avec une puissance d'attaque de 80 et la caractéristique tranchant, pouvant facilement percer la défense ennemie. En voyant cette valeur d'attaque, j'ai été choqué, car maintenant, la plupart des gens n'ont que des équipements blancs, et aucune attaque ne dépasse 20. Certains n'ont même qu'une arme avec une puissance d'attaque pitoyable. Après avoir rangé la lance dans l'espace, j'ai commencé à parcourir le marché intégré au système, et j'ai acheté une lampe à huile de qualité bleue à un prix bien plus élevé que les autres.
ainsi qu'un plan de fabrication et quelques matériaux précieux. De retour avec la nourriture, le temps est rapidement passé à la nuit noire, et je suis à nouveau entré dans le monde brumeux du sommeil. 4e jour, le son familier de coups à la porte retentit encore une fois. Après la mort de plusieurs survivants, j'ai ouvert le canal de chat régional. Le nombre de personnes en ligne n'était plus que de 793, ce qui signifie qu'en seulement 4 jours, plus de 200 étaient morts. À ce moment, quelqu'un a soudainement mis aux enchères un objet bleu dans le canal de transaction, nommé plan de mise à niveau de maison en béton. En voyant cet objet, mes yeux se sont illuminés, car la nourriture avait été améliorée à nouveau. Il faut utiliser des plans de mise à niveau. Donc cet objet, je dois absolument l'obtenir. Comme l'organisateur de la vente a rencontré un danger, il a décidé de mettre cet objet aux enchères. Ainsi, l'objet mis aux enchères cette fois est une arme. Alors j'ai agité la main avec vigueur, et ai directement proposé une lance de qualité verte, alors que la majorité des armes sont blanches. La lance verte est déjà assez précieuse. Mais rapidement quelqu'un a aussi proposé un prix pour une arme verte. Pour plus de sécurité, j'ai encore augmenté le prix de 2 lances. Alors, sous le regard incrédule des autres, les plans de construction sont naturellement tombés dans ma poche. Comme les matériaux d'amélioration nécessitent des briques, du sable de pierre et d'autres objets, je suis retourné sur Terre. Cette fois, en plus de collecter les matériaux d'amélioration correspondants, j'ai aussi obtenu une puissante tronçonneuse, ainsi que plusieurs seaux d'huile pour le carburant. De retour dans le monde brumeux, j'ai d'abord découvert un coffre en bronze dans la cour. Il semble qu'à chaque fois qu'on résiste à une attaque de la bête brumeuse, on obtient un coffre au trésor. En ouvrant le coffre, j'ai obtenu les plans de fabrication d'une arbalète et des carreaux. Comme les munitions de pistolet sont limitées, j'ai commencé à fabriquer beaucoup d'arbalètes et de carreaux, jusqu'à obtenir la meilleure qualité verte avant d'arrêter la fabrication. Mais quand j'étais prêt à continuer à améliorer la maison, j'ai découvert que la forêt auparavant dégagée était soudainement enveloppée de brume. Alors, j'ai utilisé le guide du brouillard pour identifier directement la zone de brouillard. L'identification montre que la zone de brouillard en pleine journée représente une distorsion de l'espace. Donc, il pourrait y avoir des matériaux rares inconnus auparavant à l'intérieur. En même temps, il pourrait y avoir divers équipements dangereux inconnus, bien plus avancés que ceux des autres. Je ne pouvais donc pas laisser passer cette opportunité. Après m'être bien équipé, je suis donc entré dans la zone de brouillard. À peine entré dans la zone de brouillard, j'ai découvert une pile d'arbres de fer de qualité bleue. Les autres pourraient être désemparés par cela, parce que la hache de qualité blanche est très lente. Il faudrait peut-être une journée entière pour abattre un grand arbre de qualité bleue. Mais moi, je suis un homme qui possède une tronçonneuse. Avec un vrombissement, un à un, les précieux bois de qualité bleue ont été mis dans mes poches. Enfin, au prix d'une journée entière, j'ai obtenu pas moins de 350 morceaux de bois bleu, ainsi que 5 précieuses graines d'arbres de fer. Le temps est venu de la nuit. J'ai d'abord partagé la découverte de la zone de brouillard sur le chat régional. Puis j'ai mis en vente une grande quantité d'articles de base pour la vie dans la zone de commerce. Et les prix étaient généralement moins chers que sur le marché. Et la qualité était meilleure. Cela a également conduit à l'apparition de nombreux partisans de ce grand patron. Comment le magasin peut-il avoir tout ça? C'est comme s'il l'avait ouvert. Je soupçonne même que, tant que vous voulez quelque chose, ce grand patron l'a sûrement. Mais ce n'est pas encore affiché. Pourquoi y a-t-il seulement des publicités pour cette personne? Vous avez tous collecté combien? Ça vaut la peine que vous lèche autant. Les objets des grands patrons sont-ils tous obtenus dans la zone de brouillard? On dirait que je dois aussi essayer d'explorer dehors. Ignorant le flood dans le canal de chat régional, j'ai d'abord amélioré la maison en pierre en maison en béton. Puis j'ai échangé sur le marché un schéma de fourneau. La fonction est d'améliorer la qualité de l'acier. Ainsi je peux fabriquer des armes de meilleure qualité. Pour renforcer la défense de la maison en béton, j'ai aussi installé beaucoup de fils barbelés autour de la maison. Le plan de fabrication des fils barbelés a été obtenu par Wang Wu dans un coffre en bronze. Qualité bleue. Puissance d'attaque 20. Durabilité 500. Malheureusement Wang Wu n'avait pas suffisamment de fer pour fabriquer ces choses. Il me les a donc donnés. Après avoir planté la graine d'arbre de fer dans la boîte de culture, je me suis épuisé et suis tombé endormi. Au 5e jour à l'aube dans le monde du brouillard, le rugissement familier des bêtes du brouillard retentit à nouveau. À ce moment, les autres luttaient désespérément contre l'invasion des bêtes du brouillard. Mais moi, je n'avais même pas la force de jeter un coup d'œil. Quand la durabilité des fils barbelés est tombée à 200, finalement il n'y eut plus aucun bruit dehors. Alors je suis resté allongé dans mon lit chaud, dormant profondément. Je ne me suis levé qu'au lever du soleil, pour ramasser le butin à la porte. À noter notamment les schémas de piégeage et de fabrication ainsi que les cartes de contrat. L'utilité des pièges à animaux n'a pas besoin d'être expliquée. Quant à la fonction des cartes de contrat, c'est de forcer un accord, avec des créatures plus faibles que soi. Qu'il s'agisse d'humains, d'animaux ou de bêtes, on peut tous les contracter. Ceux qui violent le contrat subiront une destruction de l'âme. Après avoir tout transféré dans l'espace système, j'ai encore acheté 10 flèches explosives sur le canal d'échange. Et cette fois j'ai trouvé un camion-citerne, ce qui m'a permis d'obtenir beaucoup d'essence. Ainsi, je peux fabriquer des lampes à huile en grande quantité.
Cela facilitera grandement l'exploration future de la brume. Ensuite, j'ai trouvé beaucoup de feux d'artifice. Immédiatement je les ai décomposés. Une journée est vite passée. Le temps est venu dans le monde de la brume. 6e jour, à l'aube. Un son strident. Un rire a traversé au-dessus de ma tête. En entendant ce son, je me suis tout de suite tendu, car c'était la première fois que je faisais face à un monstre volant de la brume. La moindre erreur pourrait me coûter la vie. Le monstre de brume en forme d'aigle attaquait sans cesse mon toit. Mais je ne pouvais pas voir sa silhouette depuis la fenêtre. J'ai donc pris tout mon équipement à distance et suis sorti dehors. Le bébé géant s'est rapidement jeté sur moi en me voyant. Mais clairement ma vitesse était supérieure. Après avoir évité son attaque, j'ai tiré une flèche explosive sur son corps. Avec un bruit assourdissant, le géant bébé fut presque projeté au sol en plein air. Et diverses blessures de tailles différentes apparurent sur son corps, semblant extrêmement pitoyables. Sans aucune hésitation, je tirai à nouveau 2 flèches explosives de l'arbalète. Avec un cri déchirant du géant bébé, il se transforma directement en objet de différentes lueurs en plein air. Et cette fois les objets trouvés me surprirent beaucoup. Ce qui m'a le plus réjoui fut une paire d'ailes d'aigle de qualité bleue, qui, une fois équipées, confère la capacité de voler dans le ciel. Ensuite, il y avait un livre de compétences nommé tir en rafale, dont l'effet est de pouvoir tirer des flèches en continu tant que l'endurance est suffisante. Cela signifie que mon arbalète a directement évolué en arbalète multiple de Juge. Après avoir fini avec le butin, j'ouvris le canal de discussion. Il ne restait alors que 700 personnes en ligne. Si on convertit ça au niveau mondial, cela signifie qu'en seulement 6 jours, 2 milliards de personnes sont mortes dans le monde. Contrairement à la détente d'hier, le chat aujourd'hui dégageait une atmosphère triste. Car les bêtes de brouillard sont devenues de plus en plus puissantes récemment. Aujourd'hui, une simple bête de brouillard volante a causé de lourdes pertes à beaucoup de gens. Ils ne savaient vraiment pas comment passer les jours restants, ne supportant pas de voir autant de tristesse. J'ai alors mis en vente pas moins de 300 arbalètes, toutes de qualité verte sans exception. Et la transaction demandait seulement les matériaux nécessaires pour fabriquer une arbalète. En regardant l'ambiance de plus en plus animée dans la zone de chat, je fermais le canal de discussion avec un air satisfait. Puis, je changeai la recette de fabrication d'une clôture en pierre dans le canal des échanges, et mis à jour toutes mes clôtures en bois. Alors que je réfléchissais à ma prochaine action, un message privé apparut soudain devant mes yeux. Le message venait d'un utilisateur nommé Levski. Camarade, j'ai une peau d'ours. Tu la prends ou pas? Au bas du message, une image était aussi jointe, montrant un homme posant le pied sur un énorme ours. Cet homme portait une armure raffinée, ayant une allure vraiment impressionnante. On pouvait voir clairement que même à l'échelle de toute la Terre, il faisait partie des joueurs d'élite. Intrigué, je répondis avec intérêt. Bien sûr, dis-moi ce que tu veux comme tabac, alcool ou épices, peu importe. Plus le tabac et l'alcool sont forts, mieux c'est. Bien sûr que c'est possible. J'ai ici Oasi Furong, Moutet et tout ce qu'il faut. Cette phrase laissa Levski complètement surpris. Il pensait que son interlocuteur avait quelques objets, mais ne s'attendait pas à ce qu'il ait autant de choses. Alors, tout excité, il répondit. Camarade, je ne pensais pas que tu pourrais faire d'aussi grosses affaires dans ce monde brumeux. Je te respecte sincèrement. Veux-tu qu'on devienne amis? Considère cette peau d'ours comme mon cadeau de bienvenue. J'ai accepté avec plaisir la demande de l'ami de Levski. Après avoir reçu cette peau d'ours, symbole d'amitié, je lui ai offert de nombreux objets inexistants dans le monde de la brume, dont 5 bouteilles de Maotais et des Oasi, ainsi que 200 grammes d'épices secrètes. Levski, touché par ce cadeau, avait un visage plein d'émotion. Camarade, tu es le survivant le plus généreux que j'ai jamais rencontré. Puisse notre amitié durer éternellement. Après avoir bavardé avec Levski, le temps s'est lentement écoulé jusqu'à la nuit. Je me suis donc allongé sur le lit et me suis endormi aussitôt. Au 7e jour, à l'aube du monde de la brume. Ce jour était destiné à être hors du commun, car les créatures de la brume venues attaquer semblaient ne jamais tarir. J'ai utilisé des barils de poudre fabriqués avec de la poudre à canon pour tuer 2 vagues de ces créatures. Mais cette 3e vague n'a pas été éliminée malgré 3 barils explosés. Les énormes créatures de la brume rugissaient furieusement dehors. Je n'y croyais pas et ai fait exploser 5 autres barils, ce qui fit enfin tomber lourdement les créatures dehors. Mais, on entendait encore comme un râle de ceux-ci. J'étais impressionné par la force vitale tenace de cette bête féroce. J'ai alors fait exploser un autre baril de poudre, l'envoyant ad patresse. Si quelqu'un d'autre rencontrait cette créature de la brume, je ne saurais vraiment pas comment il pourrait survivre. Après un moment d'attente, je constatais qu'il n'y avait plus aucun bruit dehors. Je me suis alors ouvert prudemment la porte. Dans la lueur scintillante des objets tombés, j'ai vu une couleur que je n'avais jamais vue auparavant. Cet objet émettait une lueur violette. Cela avait l'air à la fois éblouissant et magnifique. Tout excité, j'ai ramassé cette carte émettant une lumière violette. Son nom est carte d'upgrade d'objet. Elle sert à améliorer un objet de qualité bleue en violet. Cela m'a rendu un peu hésitant. Devrais-je améliorer l'arbalète à main ou la lance? Améliorer mes armes? Ou améliorer la viande de bête? Pour renforcer mes capacités physiques? Ou alors d'autres objets bleus? Le choix était tout simplement trop vaste. Après mûre réflexion, j'ai choisi d'améliorer mon manuel du brouillard.
car ce livre ne peut actuellement identifier que les objets de qualité inférieure à bleu, et il y aura de plus en plus d'objets violets à l'avenir. J'avais donc un besoin urgent d'un manuel du brouillard de meilleure qualité, pour obtenir des informations importantes pour moi. Après avoir fusionné la carte d'upgrade dans le manuel du brouillard, il a non seulement acquis la capacité de reconnaître les objets violets, mais a aussi gagné une compétence, qui est de protéger son porteur pendant 10 secondes, contre l'absorption par des entités inconnues dans le brouillard. Mais elle ne peut être utilisée qu'une fois par jour. Pendant que je réfléchissais à la prochaine étape, une zone de brouillard est soudainement apparue dans mon champ de vision. La dernière fois, cette zone de brouillard m'avait rapporté beaucoup d'argent. Cette fois, il y a sûrement de nouveaux dangers inconnus. Mais j'ai finalement allumé ma lampe à huile. Sans aucune hésitation, je suis entré de force. Après m'être avancé d'une centaine de mètres dans la zone de brouillard, j'ai vu une grande quantité d'ingrédients de qualité bleue. En considérant que creuser avec une pioche en fer serait trop lent, j'ai donc directement installé près des pierres près d'une tonne d'explosifs. Avec un bruit assourdissant d'explosion. Les pierres sont tombées comme une pluie. Mais alors que j'étais tout excité, prêt à ramasser les pierres, un bruit soudain est venu de sous mes pieds, et un gigantesque homme de pierre est sorti de la terre. Je me suis empressé d'utiliser le manuel du brouillard pour l'identifier. Il s'appelait gardien de minerai. Chaque fois que le minerai subit de lourds dégâts, il apparaît. Sa défense est extrêmement élevée, et il peut aussi régénérer sa vie en absorbant les rochers alentours. Au fur et à mesure que des gardiens de minerai apparaissaient un à un, j'ai compris que les affronter de front serait une voie certaine vers la mort. Alors j'ai utilisé mes ailes pour voler en hauteur. Puis j'ai attiré les gardiens au centre d'un grand tas d'explosifs. Ces explosifs étaient initialement destinés à faire sauter une autre colline. Mais il semblait que je pouvais atteindre 2 objectifs d'un coup. Après plusieurs détonations successives, les débris et la terre flottaient dans l'air. Quand la poussière est retombée, de larges tas de ressources étaient étalés au sol. L'objet le plus spécial était le minerai de gardien de qualité bleue. Après avoir compris son utilité, j'étais tout surpris, car les bâtiments fabriqués avec lui auraient une durabilité beaucoup plus élevée. Et il va également restaurer automatiquement sa durabilité en cas de dommage. C'est tout simplement un artefact de défense. J'ai rapidement rassemblé tous les objets au sol. Et juste au moment où je m'apprêtais à quitter la zone de brouillard, une forte secousse s'est soudainement produite. Alors que d'innombrables roches tombaient, une présence extrêmement terrifiante est apparue devant moi. Il mesure 10 mètres de long. Son corps dégage une étrange lueur cuivrée. On voit tout de suite que ce n'est pas du tout le même niveau que les gardiens de minerai. Sentant un danger intense, j'ai volé vers le ciel, tout en lui lançant le décret du brouillard. Le résultat de l'identification montre qu'il est une bête matérielle de niveau violet, le gardien du filon, chargé de protéger les précieux trésors du filon. Sa défense est extrêmement élevée. En plus de pouvoir se régénérer lui-même, il peut aussi modifier le terrain autour de lui. Après avoir vu ces informations, je fronçais les sourcils. Alors que j'hésitais à fuir, la lumière argentée derrière le gardien du filon attira mon attention. En regardant attentivement ce que c'était exactement, je fus choqué. C'était un coffre entièrement argenté. Une présence précieuse jamais vue jusqu'à présent. Je n'hésitais pas un instant, et me précipitai directement vers le coffre d'argent. Le gardien du filon comprit mon intention. Alors il s'est lancé furieusement à l'attaque contre moi. Mais malheureusement, ma vitesse était tout simplement trop rapide. En esquivant à gauche et à droite, j'ai quand même touché le coffre d'argent. Après avoir mis le coffre et les cristaux violets dans mon espace de stockage, le gardien de la veine minérale, initialement agité, a montré un regard lumineux. Puis, une montagne de plusieurs mètres d'épaisseur s'est soudainement refermée autour de moi par couches, et l'espace continuait de se rétrécir vers l'intérieur, tentant de me réduire en bouillie. À ce moment-là, le gardien semblait convaincu que j'étais condamné à mourir. Alors il s'est de nouveau immergé dans la terre. Et en effet, la situation était telle, car toutes les pierres qui m'entouraient étaient de qualité violette sans exception. Avec la force actuelle d'un survivant, il était tout simplement impossible de percer de l'intérieur, sauf en utilisant des explosifs très dangereux. Mais déclencher une explosion à l'intérieur des pierres signifierait forcément que je serais réduit en poussière. Cependant, ce que le gardien n'avait pas envisagé, c'était que je possédais la capacité de retourner sur Terre. Avec l'ouverture d'un portail bleu, je suis retourné dans ma ville natale familière. Puis, tout excité, j'ai sorti le coffre d'argent, et je l'ai ouvert solennellement. En un instant, une lumière de 3 violets et un bleu a jailli vers le ciel. Parmi eux, l'objet à lumière bleue était une pièce d'or, décrite comme une monnaie très importante dans le monde de la brume. La personne qui possède cet objet pourrait attirer l'arrivée des marchands. Auparavant, en échangeant avec d'autres survivants, j'ai obtenu une grande quantité de pièces d'argent et de cuivre. Mais j'étais frustré de ne jamais pouvoir les utiliser. Maintenant que j'ai des pièces d'or, la monnaie peut enfin jouer son véritable rôle. Ce qui suit, c'est l'objet violet tant attendu. Tout d'abord, un cristal violet. Son nom est épi de blé. Son effet est que dès qu'on l'enterre dans la terre, cela peut progressivement transformer la terre autour en pierre de qualité violette. Ce qui signifie que je possède seul un filon de minerai d'exception. Le prochain objet est un livre de compétences. Son nom est technique de la météorite.
Après l'avoir appris, en dépensant une certaine énergie mentale, on peut invoquer une météorite. Le dernier objet est un plan de construction. Son nom complet est plan de construction du monde entier. Sa fonction est de pouvoir voir le terrain du camp, dans un rayon d'1 kilomètre. Et cette portée s'étend avec l'amélioration du territoire. Cela revient à dire que dans la portée effective, chaque recoin est équipé de surveillance. Après avoir examiné tous les objets, j'étais très satisfait. De retour dans le monde des brumes, le gardien du grand filon et la zone brumeuse avaient depuis longtemps disparu. Alors que je m'apprêtais à retourner chez moi pour fabriquer le royaume du pouvoir, une nouvelle zone brumeuse est soudainement apparue devant moi. Cela m'a même un peu surpris. 2 zones brumeuses en un jour. Quelle chance incroyable cela doit être. Mais très vite, j'ai résolu mon doute. Car grâce au rituel de la brume pour identifier, cette zone de brume est une zone d'échange. Donc cette zone doit avoir été attirée par mes pièces d'or. Immédiatement, j'ai pris tout mon argent, et suis entré dans la zone de brume. À peine entré dans cette zone, j'ai été bouleversé par la scène devant moi. Des arbres gigantesques dégageaient une lueur émeraude. Vu que j'utilisais le rituel de la brume, je ne pouvais pas identifier les informations de ces arbres gigantesques. Donc chaque arbre ici est de qualité violette ou plus. Mais je n'ai pas eu envie de les espionner. D'une part, je ne pouvais tout simplement pas détruire ces arbres devant moi. D'autre part, le rituel de la brume m'a averti de ne surtout pas provoquer le maître de la zone d'échange, car cela entraînerait des conséquences désastreuses. Après avoir marché longtemps, j'ai enfin atteint ma destination. C'était un arbre géant doré majestueux. Sous l'arbre doré se trouvait une porte ancienne couleur rouge sombre. Après avoir placé mes pièces d'or à l'entrée, j'ai obtenu le droit d'entrer dans l'arbre doré. Après avoir poussé la porte, j'ai profondément ressenti ma pauvreté, car aucun objet ici n'était de qualité violette. Regardant tous ces objets précieux dont je n'avais même pas entendu parler, je touchais les 20 pièces d'argent dans ma poche, et ne pus m'empêcher de transpirer de gêne. À ce moment-là, une jeune fille blonde vêtue d'une robe blanche est soudain apparue devant moi, et m'a souri en disant « Bienvenue, bienvenue. Je suis la propriétaire de ce magasin, Azuki. Tu peux m'appeler patron Azuki. » Après avoir parlé, il m'a observé avec curiosité encore 2 fois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui obtiennent des pièces d'or durant les 7 jours de la période de débutant. Tu as déjà dépassé 99,99% des habitants de ta planète. Merci pour le compliment, patron Azuki. C'est un coup de chance. Alors que je m'apprêtais à clore le sujet et à me promener un peu autour, Azuki a soudain sorti 12 cartes, et m'a dit « Je sais que tu ne peux pas économiser beaucoup d'argent en 7 jours. Alors je vais t'offrir un petit avantage. Chaque carte ici représente un objet aléatoire. Si tu la retournes, je te donne 99% de réduction. » En entendant cela, je me suis soudainement ressaisi. Mais mon visage s'est vite décomposé à nouveau. Car la première carte que j'ai retournée était un objet de qualité dorée. L'île flottante. Même avec une réduction de 99%, je ne pouvais pas me le permettre du tout. À ce moment-là, je pensais, peut-être qu'il plaisante exprès pour me taquiner. Alors j'ai discrètement jeté un coup d'œil à Azuki, et j'ai découvert qu'elle tenait son menton d'une main, le regardant avec intérêt. Sachant que je ne pouvais pas battre l'adversaire, je n'ai eu d'autre choix que de continuer à retourner les cartes. À ma surprise, je ne pouvais même pas m'acheter les 5 cartes suivantes. À ce moment-là, j'espérais encore plus voir une carte de qualité violette. Finalement, j'ai décidé d'ouvrir toutes les cartes d'un coup. Je ne pensais pas vraiment tomber sur 3 objets de qualité violette. Je n'ai pas hésité. Je les ai toutes achetées directement. Parmi elles, celle que j'ai préférée est une armure vivante en bois, qui agit en puisant dans la chair, et peut résister à des dégâts allant jusqu'à 2000 d'attaque. Il faut savoir que même l'explosion d'un tonneau de poudre ne cause qu'environ 500 de dégâts. En portant cette armure de vigne, je savais que je resterais invincible à ce stade. Après avoir acheté mes objets, dépourvu d'argent, j'ai fait mes adieux à la nuit du vœu. Puis je suis sorti de la zone de brouillard. Juste après, j'ai soudain entendu un signal du système. Les survivants de la planète 003. Félicitations, vous avez survécu aux 7 premiers jours. À partir de maintenant, la période de protection des débutants est terminée. Les créatures Wushu n'attaqueront plus les camps des survivants à des moments fixes. La probabilité que les autochtones du monde vous repèrent augmente, et des fusions de chaînes vont apparaître entre les canaux. En outre, nous récompenserons et punirons certains survivants. Dans 10 minutes, nous publierons les points de survie de tous les canaux. Les canaux et survivants en tête du classement recevront des récompenses, tandis que les autres subiront des sanctions. Je vous souhaite une bonne survie. Après avoir écouté, je me suis souvenu de l'intention de celui qui a établi les règles. C'était de faire en sorte que les différentes chaînes s'affrontent. À ce moment-là, je ne craignais pas que ma chaîne prenne du retard, car chaque jour je distribuais du matériel à bas prix, et Wang Wu partageait souvent des connaissances de survie dans la zone de chat. Cette chaîne n'avait aucune raison de prendre un retard de 10 minutes, ce temps est vite passé. Sans tarder, le système a commencé à calculer mes points de survie, avec le lieu actuel comme niveau 4, occupant 625 mètres carrés, supérieur à 99,9% des survivants, score augmenté de 10 000 points, avec le physique actuel comme bleu, supérieur à 99,9% des survivants, score augmenté de 10 000 points.
Tu possèdes 9 objets de qualité violette. Plus de 100%. Score de survivante augmenté de 102 000 points. Au fur et à mesure des bips de notification du système, qui ne cessait pas. Mes points de survie ont atteint un effrayant total de 200 000. Et mon nom est apparu bien en évidence en première place du classement. Après avoir reçu les 3 cartes d'objets violets en récompense du premier rang. Et l'expansion du sac à dos système à 100 mètres cubes. J'ai ouvert le canal de discussion. Prêt à vérifier le classement des chaînes. Le canal de discussion était alors en pleine effervescence. Les frères, vous avez combien de points? J'ai 100 points, le maximum est-il 150? Impossible. Car j'ai 151 points. Et, j'ai 666 points et ce gamin m'a encore eu. Est-ce qu'un pro peut lui mettre une raclée? À ce rythme, je vais devoir freiner le petit prêtre. Je regarde les échanges dans le canal. Je regarde encore mes 200 000 points de survie. Je ne sais plus quoi dire pendant un moment. Avant que le classement ne soit publié. J'envoie un message privé à Wang Wu. Frère Wang Wu, combien as-tu de points de survie? 9300. Et toi? Ah, je suis juste un peu mieux que toi. À peine ai-je parlé quelques mots avec Wang Wu, que le classement du système est déjà prêt. Nous annonçons maintenant la première place du classement des points de survie du canal. Canal 666, 260 000 points de survie. Deuxième place, Canal 12 345, 110 000 points de survie. Troisième place, 35 000. Canal 247, 109 000 points de survie. Les 10 premiers canaux par points totaux sont annoncés. Pour la semaine à venir, les catastrophes seront réduites dans les canaux classés dans le top 50%. À l'inverse, les catastrophes augmenteront. Félicitations au canal 666 pour sa première place. Veuillez vous rendre dans la zone de chat pour réclamer vos récompenses selon vos points de survie. En apprenant ce résultat, je fus surpris. Et à ce moment, le canal de discussion 666 était déjà une mer de joie. Nous sommes les champions. Oh là là, oh là là, oh là là. 7 milliards de personnes dans le monde. Et nous avons réussi à être les premiers. C'est tout simplement un miracle. Au total 260 000 points. Je ne fais pas que ralentir l'équipe. Je suis carrément porté. En allant dans le canal de discussion. J'ai vu cette scène animée. Alors je n'ai pas hésité à envoyer une très grosse enveloppe rouge. Le contenu de l'enveloppe incluait de la nourriture, de l'eau minérale, des cigarettes, de l'alcool et des épices, ainsi que beaucoup d'armes de qualité bleue très précieuses. Ce qui a rendu le canal 666 encore plus vivant. Et j'ai attrapé un poignard de qualité bleue, avec une puissance d'attaque 3 fois supérieure à mon vieux truc. Je salue le grand maître. Pourquoi as-tu autant de chance? Moi, j'ai seulement eu 3 bouteilles d'eau minérale. Je ne suis pas d'accord. Sois content. Toi, tu as eu seulement un paquet. Assez parlé de cigarettes. Je vais emprunter un briquet au grand maître. Frérot, laisse un message en dessous. Je t'échange de la viande d'ours contre ça. J'ai pris la récompense du premier du canal avec le sourire. Puis il a fermé le canal de discussion. Cette fois, la récompense est également très généreuse. Elle contient uniquement des matériaux de construction de base de qualité violette. Ensuite, j'ai vérifié les 3 cartes violettes reçues précédemment. La plus surprenante était un plan de mise à niveau pour un bâtiment forteresse. Cela permettait de transformer ma maison en béton en forteresse mobile. Une défense impressionnante tout en pouvant se déplacer. Avec la fonction de surveillance de l'œil omniscient. Je pourrais complètement ratisser le monde brumeux sans relâche. Mais malheureusement, il faut beaucoup de matériaux pour la mise à niveau. Et il faut aussi un cœur de bête et un noyau de seigneur. Ces 2 matériaux, je n'en avais même jamais entendu parler jusqu'à présent. Dans l'impuissance, j'ai choisi de fabriquer l'œil du pouvoir d'abord. Après avoir tout fait, une voix du système a soudain retenti dans mes oreilles. Le canal a désormais été fusionné. Le nombre maximum de personnes par canal est porté à 2000. Je vous souhaite une bonne coopération. À ce moment, le canal de discussion est devenu encore plus animé. Salut salut salut. Bonjour à tous les nouveaux amis. Bon après-midi. C'est toujours plus animé quand il y a du monde. Dans quel canal êtes-vous tous? Nous, sur le canal 227, nous avons 500 personnes. Nous sommes dans les 25% meilleurs de tous les canaux. Avec 5% d'exemption de catastrophes. Notre canal s'appellera désormais le canal 227. Frère, tu peux te retirer d'abord. Nous sommes la chaîne 1145. Avec 6% d'exemption de catastrophes. Cette nouvelle chaîne devrait s'appeler 1145. Vous deux, ce n'est pas possible. Reculez un peu, que voulez-vous dire? Y a-t-il une chaîne mieux classée que ça? Le ciel est clément. Serait-ce que j'ai été placé dans les 10% supérieurs des chaînes? Enfin, je n'aurai plus à survivre avec ces coéquipiers inutiles. En voyant les nouveaux amis débattre et faire des suppositions. Les survivants de l'ancienne chaîne 666 ne pouvaient s'empêcher de se sentir fiers et excités. Quand les autres ont appris qu'ils avaient été fusionnés dans la chaîne 666, ils ont éclaté de joie, incrédules. Putain, c'est carrément la chaîne numéro 1. Je vais enfin pouvoir mener une belle vie. Les boss, y a-t-il des avantages dans votre chaîne? Je veux en profiter gratuitement. Bien sûr que oui. Vous pouvez regarder les posts marqués Jinhua. Ce sont les astuces de survie des grands patrons. Et aussi la boutique la plus populaire de la zone d'échange. Ils ont tout ce qu'il faut dedans. Et les prix sont généralement inférieurs au marché. Je vois, putain.
Vos postes sont même tous partagés gratuitement. Chez nous, les postes sont tous payants pour accéder aux ressources. Les ressources ne s'ouvrent même pas. J'ai enfin compris pourquoi la chaîne 666 est la première. Cet esprit de partage est tout simplement incomparable. Merde merde merde. Qu'est-ce que c'est que ces tabacs, alcool et épices? C'est un commerce de petite épicerie ici? C'est le grand boss le plus puissant de notre chaîne 666. Il dispose d'énormément de ressources à portée de main. Vous n'avez qu'à attendre pour en profiter. Les gens continuaient à discuter avec ferveur. À ce moment-là, deux grandes factions ont aussi commencé à faire de la publicité. L'une est dominée par l'armée, la grande protection de Yann. L'autre est dirigée par des commerçants honnêtes, la bonne boutique. La publicité a eu beaucoup d'effets. Beaucoup d'individus ont choisi de se rassembler pour se réchauffer dans le groupe. Mais moi, je n'irai pas. Parce que je veux construire ma propre faction. Et ce sera différent de ma liberté totale. Aujourd'hui, le chef de l'entraide d'Ayan est déjà débordé. C'est parce que de plus en plus de personnes rejoignent l'entraide d'Ayan récemment. Et la plupart d'entre elles n'ont rejoint que par désespoir. Donc elles n'ont pas de ressources supplémentaires sur elles. Cela force l'entraide d'Ayan à leur venir en aide. Si cela continue ainsi, les entrepôts ne tiendront pas le coup. Mais ma venue va changer cette situation. Lors de notre première rencontre, j'ai offert un grand cadeau au chef Zhang Guozhong. Un cadeau qui contenait 2000 bois ordinaires et 2000 pierres ordinaires. Un cadeau soudain et impressionnant. Zhang Guozhong, choqué, ne pouvait plus parler. Cette énorme quantité de matériel de base était pour le seigneur Oyato comme une bouée de sauvetage dans la neige. Et mes objectifs en faisant cela étaient doubles. D'abord, Wang Wu a récemment rejoint la protection de Dayan. Je voulais élever son statut et le faire devenir rapidement le chef de la protection de Dayan. Ensuite, j'avais besoin de la carte des bases militaires de la planète bleue pour faciliter ma future acquisition d'armes de destruction massive lourdes. Ils ont volontiers accepté ma demande de prendre soin de Wang Wu et m'ont donné une carte très détaillée des bases militaires de la planète bleue. Puis je suis immédiatement retourné vers la planète bleue sans perdre de temps. Et je me suis dirigé vers la base militaire la plus proche. Après être entré dans l'arsenal de la base, j'ai été bouleversé par la scène devant moi. Des fusils automatiques rangés soigneusement en rangées, ainsi que des fusils de précision apparemment puissants, et même une grande quantité de lance-roquettes lourds. Mais très vite, une surprise plus grande m'attendait, car derrière l'arsenal se trouvait le dépôt de munitions, contenant en quantité de munitions de différents calibres, ainsi que des grenades, des roquettes, des bombes incendiaires, des grenades fumigènes, des grenades lacrymogènes, etc. Cette récolte dépassait largement mes attentes. Après avoir aussi emporté un rouleau compresseur, je suis retourné satisfait au monde brumeux. Le ciel commençait alors à se couvrir de neige abondante. Il semble que le temps deviendra de plus en plus rude à l'avenir. Après un instant de réflexion, j'ai d'abord conclu une affaire avec la boutique de la conscience. Le patron de la boutique de la conscience, Yu Yuliang, a rapidement été stupéfait par mon audace, car je n'ai fait que remplacer une clôture en pierre par une en béton. Et j'ai donné à l'autre partie 50 livres de farine blanche en échange des plans de construction. Cette farine blanche vaut aujourd'hui plusieurs vies, c'est une chose précieuse. Après avoir remplacé la clôture en pierre par une clôture en béton, j'ai soudainement perçu un léger mouvement inhabituel pas loin. En même temps, sous une épaisse couche de neige, un homme en robe noire regardait la scène devant lui avec un air choqué. Il y avait en effet une prison effrayante ici. Des murs hauts en béton, étanches à l'air. Le mur était en plus recouvert d'un dense réseau de fils barbelés. Et autour, des tours de guet hautes se dressaient. À ce moment-là, l'homme en robe noire était absolument sûr que c'était la prison des autochtones du monde de la brume. Car il vit un homme vêtu d'une armure en bois. Une armure en bois couverte de motifs tordus et horribles. Et cet homme avait derrière lui une paire d'ailes noires gigantesques. C'était clairement un membre légendaire de la tribu des étrangers. Ne serait-ce pas le boss de la zone qui habite cette prison? Après avoir imaginé cela dans sa tête, l'homme en robe noire envoya avec excitation les coordonnées au chef. Alors qu'il s'apprêtait à s'éloigner rapidement, il eut soudain une sueur froide, car cet étranger regarda soudainement dans sa direction. Ensuite, l'homme en robe noire fut encore plus horrifié. C'est à cause de cet étrange type qui a sorti un fusil de sniper, putain, et ce canon sombre était braqué droit sur moi. L'homme en robe noire n'a pas hésité un instant. Il s'est retourné et s'est enfui. Un bruit perçant a retenti. La première balle a manqué sa cible et a touché la neige, ce qui était inattendu. Cela a quelque peu détendu l'esprit tendu de l'homme en noir. Mais rapidement, il ne pouvait plus se réjouir. Parce que ce putain de fusil de sniper était en fait un fusil de sniper lourd à tir rapide, tirant comme un fusil d'assaut avec style. En peu de temps, l'homme en noir était criblé de balles, et son visage affichait encore une expression absurde. À ce moment-là, j'ai soufflé sur le canon du fusil de sniper qui fumait un peu, pensant que cette capacité de tir rapide était vraiment utile. Après avoir pillé le corps de l'ennemi, j'ai découvert quelque chose d'inattendu et de précieux. C'était une carte d'une très grande zone, et ma base était située tout à droite sur cette carte, entourée d'un cercle spécialement tracé. En plus, il y avait de nombreux cercles et croix rouges sur la carte, ce qui montrait que l'ennemi avait déjà pillé de nombreux survivants. Pendant ce temps, dans une organisation appelée les Renonçants,
Un homme en noir à l'aura puissante affichait une colère profonde. Car quelqu'un avait tué mon subordonné le plus fidèle. Heureusement, avant de mourir, il m'avait envoyé des coordonnées. Je vais te faire savoir à quel genre d'entité tu t'es frotté. D'autre part, je sirotais tranquillement du Longjing de l'ouest du lac au sein de la base. C'est alors que le patron de la boutique de la conscience, Yu Liang, est soudainement venu me voir. Grand patron. J'ai une affaire très importante ici. Tu l'as fait ou pas? Cette phrase a immédiatement éveillé ma curiosité. Quel bruit? Raconte-moi ça. Récemment, mes gens n'ont cessé d'explorer la carte aux alentours. Ils ont découvert que si l'on explore assez loin, on peut trouver des personnes d'autres chaînes. Alors ensuite, nous pourrons faire du commerce avec le monde entier. Mais ici, je n'ai pas assez de marchandises. Donc j'espère pouvoir acheter un lot chez vous. Combien pouvez-vous fournir de votre côté? Ensuite, mes paroles ont laissé Yu Liang sans voix. Limite de 5000 unités pour le bois et la pierre. Nourriture et eau minérale. Tabac, alcool, épices en quantité illimitée. Yu Liang, extrêmement excité, est également devenu généreux. Il m'a directement offert un souvenir de qualité violette. Son effet est d'étendre l'emplacement des compétences à 3 cases. Ainsi, je peux apprendre la technique de météorite que j'avais obtenue auparavant. Après avoir expérimenté la puissance incroyable de la technique de météorite, cette journée s'est terminée parfaitement. 8e matin dans le monde brumeux. Aujourd'hui, ce n'est pas une attaque de bête de brouillard qui m'a réveillé, mais un coup clair et bref à la porte. Puis la voix d'une femme a soudain retenti. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Pouvez-vous nous aider un peu? Nous avons des provisions avec nous. Il suffit de nous laisser entrer pour nous reposer un moment. Nous fournirons des ressources en échange. En entendant la voix, je suis immédiatement devenu sur mes gardes. J'ai d'abord utilisé une ruse de pouvoir. J'ai observé attentivement les personnes qui demandaient de l'aide dehors, de l'intérieur comme de l'extérieur. C'était une très belle jeune fille vêtue de blanc. Derrière elle, il y avait aussi quelques femmes anxieuses. Elle ressemblait vraiment à un groupe de survivants perdus. Le froid faisait trembler la jeune fille en blanc. Ne voyant aucune réponse à l'intérieur, elle a de nouveau pris la parole. Je vous en prie, ouvrez la porte. Nous sommes sur le point de mourir de froid. Tant que vous ouvrez la porte, je veux bien faire n'importe quoi. La voix douce et séduisante ne m'a pas fait perdre la raison. Pour tester l'autre partie, j'ai d'abord employé une petite ruse. Puis la voix à l'extérieur est devenue effrayée. Je vous en supplie, laissez-nous entrer. Le brouillard est soudain arrivé. Le combustible de nos torches manque. Si cela continue, nous allons tous mourir. Ce brouillard, bien sûr, c'est moi qui l'ai créé. La statue de brouillard utilisée pour créer ce brouillard s'était échangée précédemment sur le marché noir. À l'origine, c'était pour attirer les bêtes de brume, puis les chasser. Je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne d'abord ici. Je n'ai pas prêté attention aux appels de secours de la femme, de plus en plus désespérée. Au contraire, j'ai d'abord observé mon territoire avec l'œil du pouvoir. Effectivement, peu après que le brouillard n'ait pas beaucoup envahi. À 300 mètres, plusieurs lumières vacillantes se sont soudain allumées. En voyant cela, j'ai haussé un rire froid, pensant que ce groupe de femmes n'était bel et bien qu'un appât. Même si je ne craignais pas qu'elles puissent me faire du mal. Laisser partir ceux qui me veulent du mal. Ce n'a jamais été mon style. Je suis alors immédiatement sorti en ouvrant la porte. Quand j'ai ouvert la porte, la jeune fille vêtue de blanc affichait une joie surprise. Mais elle a vite montré une expression de terreur. Car je tenais une mitrailleuse automatique, pointée droit sur sa tête. Avant même que la jeune fille en blanc puisse supplier, j'ai froidement appuyé sur la détente. Une éclaboussure de sang éclatante a instantanément fleuri dans la brume. Les autres femmes, voyant cela, ont crié et se sont dispersées en fuyant. Mais comment aurais-je pu les laisser partir en paix? Au son des rafales de la mitrailleuse automatique, la zone est rapidement redevenue silencieuse. La seule différence était l'écarlate désordonnée sur la neige blanche. Puis je me suis lancé à la poursuite des hommes en noir à plusieurs centaines de mètres. Une douzaine d'hommes en noir en face de moi me regardaient arriver, visiblement étonnés. Petite crapule, nous ne t'avons pas cherché, et pourtant tu viens te livrer tout seul. Mais peu de temps après, ils furent stupéfaits, car ils se rendirent compte qu'ils ne pouvaient pas briser ma défense. Alors que mes attaques touchaient presque toujours. À ce moment, le chef des hommes en noir paniqua aussi. Alors il hurla. Enfermement visuel. Puis soudain, mon champ de vision s'obscurcit instantanément. Mais je n'avais plus qu'une misérable seconde. Le sort allait bientôt faire effet. Le chef des hommes en noir s'élança vers ma tête en ricanant sinistrement. Mais à ma grande surprise, j'utilisais ma lance. Et bloquais son attaque avec une précision parfaite. Puis, tandis qu'il était stupéfait, immobile, je lui enfonçai ma lance précisément dans la tempe, le renvoyant ad patres. L'effet du sort d'enfermement visuel était en effet puissant. Mais j'avais l'avantage de la perspective divine du royaume du pouvoir. Et ce genre de limitation du champ de vision était complètement contré par moi. Après avoir exterminé tous les hommes en noir, je fouillai tout ce qu'ils portaient sur eux, et découvris une carte d'une zone plus étendue, sur laquelle figuraient les noms des hommes en noir. Déterminé à couper la racine du mal, je me dirigeai directement vers leur base principale. Mais, à ma grande surprise, en arrivant je trouvai la base déserte. Ne serait-ce pas que les 10 personnes précédentes étaient tous les membres. Cependant, ce voyage n'a pas été sans bénéfice. Après avoir fouillé un peu, j'ai découvert une statue au plus profond de cette base.
Grâce à une cérémonie dans le brouillard, son nom a été identifié comme la statue de la nuit éternelle. Sa fonction est que, tant qu'on offre un tribut, il y a une chance de recevoir la bénédiction des dieux. De plus, j'ai trouvé un parchemin de recrutement de qualité pourpre. Sa capacité est d'attirer les créatures autochtones de qualité pourpre la plus élevée. Une fois ces conditions satisfaites, il s'installera dans ton territoire. Après avoir tout fouillé, je suis retourné satisfait dans mon domaine. Puis, avec impatience, j'ai utilisé le parchemin de recrutement. Le temps passait minute après seconde. Quand, quelque peu anxieux, finalement une créature a frappé à la porte, accompagnée d'une voix un peu timide. « Excusez-moi, y a-t-il quelqu'un à l'intérieur ? Je suis l'assassin contractuel que vous avez demandé. » En ouvrant la porte, je n'ai pu m'empêcher d'être profondément ému, car la fille devant moi était tout simplement trop mignonne. À son apparence, elle semble être des Huns, un peuple orc. Je l'ai aussitôt invitée à entrer dans la maison. La fille fut rapidement impressionnée par le luxe de la pièce. Mais ce qui fut encore plus surprenant allait venir. Je lui ai offert un prix bien supérieur à celui d'un assassin bleu engagé. Et je lui ai attribué une maison qui lui est propre. Lors des conversations qui ont suivi, j'ai donné à la fille renard un nom, Jian Bing. Je suis surpris par l'expérience de Jian. Au début, je pensais qu'il n'était qu'un porte-bonheur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait chassé seul 10 fois des créatures bleues. Et a réussi à chaque fois. Il est l'un des meilleurs tueurs de leur tribu. Au fil de leur conversation, le temps passa rapidement jusqu'à l'heure du dîner. Le ventre de Jian cria aussi famine sans retenue. Son petit visage s'empourpra instantanément. « Chef, pourrais-tu me donner un peu de nourriture ? Juste du pain noir, ça ira. J'avais déjà fini mes provisions en venant ici. Pas de problème. Mais manger juste un peu de vieux pain, ce n'est pas assez. Je vais te préparer quelque chose de bon. » Alors, sous le regard perplexe de Jian, j'ai préparé de nombreux plats délicieux avec des ingrédients haut de gamme. Cette fois, Jian fut vraiment profondément touché. Parce que c'était la première fois qu'il mangeait quelque chose d'aussi délicieux. Avant, il vivait chaque jour avec du pain noir. Et parfois, pour améliorer son alimentation, il mangeait de la viande maigre à moitié crue. Ces choses comparées aux mets exquis devant lui, étaient vraiment comme le ciel et la terre. Les deux mangèrent ainsi sans retenue jusqu'à tard dans la nuit. Puis, après s'être bien rassasiés, ils retournèrent chacun dans leur chambre. Et s'endormirent confortablement. Le lendemain matin, j'ai marché avec Jian vers l'horizon. La raison de ma fuite, c'est que Jane m'a dit qu'il y avait une mine à 10 km d'ici, où l'on pouvait extraire des minerais de qualité violette. À mon arrivée à la mine, je fus arrêté par un garde local à l'entrée. Quand j'ai exprimé mon intention de commercer les minerais, un gros homme est sorti de l'intérieur. En voyant son accoutrement, je fus quelque peu surpris, car il venait, tout comme moi, de la planète bleue. Le gros homme s'approcha avec enthousiasme. « Ah, je vois que tu es un compatriote. Tu peux m'appeler ou Ennui. Ces temps-ci, j'ai fait quelques affaires avec les autochtones. Et j'ai réussi à obtenir un poste là-dedans. Dites-moi ce que vous voulez. Je souhaite échanger des minerais de qualité violette. Proposez un prix. » En entendant cela, Ennui fut embarrassé, car l'extraction de minerais de qualité violette nécessite des équipements adaptés. Et personne n'a actuellement la capacité de les extraire dans cette mine. Mais finalement, après mon insistance, Ennui accepta que j'essaie d'extraire les minerais de qualité violette. Et il envoya quelques mineurs pour me guider sur le chemin. Soudain, un cri de douleur féminine se fit entendre. En un instant, mon alarme intérieure s'est déclenchée. Mais à ce moment-là, un des mineurs à côté de moi expliqua en souriant. « Ne t'inquiète pas. Ce bruit vient des pierres qui pleurent de douleur. C'est aussi l'origine du nom de notre mine en deuil. » Après avoir compris la raison, je me suis avancé en toute tranquillité. Mais rapidement, quelque chose qui rendait ma tranquillité impossible est arrivé. La mine a soudainement commencé à trembler. La montagne a commencé à vaciller. Les pierres tombaient en cascade. Après avoir compris que la mine allait s'effondrer, tout le monde a commencé à courir vers la sortie. Mais nous ne pensions pas que l'entrée serait complètement bloquée. À ce moment, un mineur s'est soudainement excité. Avant d'entrer, le patron Wang m'a donné un outil. Peut-être qu'il pourra nous protéger. En disant cela, le mineur a sorti une pierre bleue. J'ai instinctivement examiné cette pierre. Puis une colère incontrôlable a envahi tout mon être. Parce que cette pierre bleue s'appelle la pierre de tremblement de terre. Lorsqu'on s'approche de la roche-mère dans la mine à l'heure de Zi, la roche-mère provoque un fort tremblement de terre. Ce qui entraîne l'effondrement de la mine. C'était clairement Ennui. Ce gars voulait ma mort. À ce moment, mon cerveau réfléchissait frénétiquement à une façon de sortir. Mais avant que je ne trouve une solution, le sol sous mes pieds s'est effondré soudainement. Je me suis empressé d'agiter mes ailes. Et j'ai attrapé le col de la veste à côté de moi. Puis je l'ai placé en lieu sûr. À ce moment, Jane s'exclama soudainement, tout en regardant avec terreur l'endroit effondré après le tremblement de terre. On aperçut sous les décombres de l'éboulement, une araignée d'environ 10 mètres de haut, qui émettait un hurlement glaçant, tout en déchirant le corps du mineur tombé. Devant cette scène, mes pupilles se dilatèrent. Puis j'utilisai rapidement le grimoire de brume pour l'identifier. Le rampant de douleur, un monstre pourpre de rang violet, dégageant désespoir et souffrance. Plus sa barre de vie baisse, plus son attaque devient puissante. Le rampant de douleur repéra alors nos deux traces.
et lança en notre direction une énorme gerbe de venin. Je tirai vivement Jane par le col, préparé à esquiver, mais soudain un écran lumineux apparut, et stoppa cette gerbe de venin. Intrigué, j'examinai instinctivement cet écran lumineux, et une immense joie envahit mon cœur. C'est parce que cet écran s'appelle enfermement, et son effet est d'immobiliser le rampant de douleur, mais permet aux autres d'entrer et sortir librement de l'écran lumineux. Cela signifie que je peux faire du cerf-volant avec le rampant de douleur jusqu'à sa mort. Parlons-en et agissons. Je sortis d'abord le lance-roquette, et courus à l'intérieur de l'écran d'enfermement, tirai un projectile, puis sortis rapidement de l'écran, suivi par un puissant bruit d'explosion. Le rampeur de la douleur a émis un rugissement de colère, mais ce ne fut qu'une rage impuissante. Cependant, après l'avoir attaqué pendant 5 minutes, je sentais que ça devenait de plus en plus problématique. Finalement, j'ai découvert que sa vitesse de régénération était en fait plus rapide que ma cadence d'attaque. En réalisant cela, j'avais une mine déconfite. Le rampeur de la douleur, ayant perçu mon intention, qu'un monstre de qualité violette n'était tout simplement pas à ma portée. Mais rapidement, mon humeur morose a basculé en joie, car j'ai aperçu près du rampeur de la douleur une statue, et sous cette statue se trouvait un coffre en argent. Immédiatement, j'ai profité de mon avantage de vol pour me diriger rapidement vers ce coffre en argent. Mais alors que je m'en approchais, j'ai été soudainement séparé par un rideau de lumière, et ce rideau semblait émaner de la statue. C'est aussitôt mis dans une grande colère, avant de me lancer une attaque furieuse. N'ayant aucun moyen d'esquiver, je me suis instantanément téléporté sur Terre. Alors que le rampeur était totalement confus, j'ai de nouveau téléporté en arrière, et tiré un projectile vers le rideau de lumière, ce qui a visiblement affaibli la protection du rideau de lumière. Je me suis alors rapidement retiré du champ de force. Puis j'ai continué ma tactique du cerf-volant. Mais cette fois, ma cible n'était plus le rampeur de la douleur, mais bien le rideau protecteur qui s'assombrissait de plus en plus. L'expression du rampeur de la douleur s'est manifestement alarmée, jusqu'à ce qu'elle se transforme enfin en peur. Au moment où le bouclier protecteur s'est brisé, j'ai finalement compris la raison de la terreur du rampeur de la douleur. Le visage de la statue s'est soudainement tordu, montrant une douleur intense. Et d'innombrables épines vertes ont jailli tout autour. Le rampeur de la douleur a été transpercé par les épines, et son corps est mort instantanément. À ce moment, j'ai soudain été enlacé par une branche, avant d'être rapidement traîné sur l'autel sous la statue. Mon cœur battait la chamade, car mon sang était continuellement aspiré par l'autel. C'était de loin la fois où j'étais le plus proche de la mort. Vertigineux à cause de la perte de sang, je me suis forcé à garder mon calme. Puis j'ai réfléchi frénétiquement à un moyen d'évasion. Bientôt, une idée lumineuse m'a traversé l'esprit. Ensuite, j'ai jeté de nombreux matériaux précieux sur l'autel, et j'ai crié de toutes mes forces. Grand Dieu, votre fidèle serviteur vous offre sa loyauté. Veuillez me bénir. À peine avais-je fini de parler, que l'autel a immédiatement changé. Les matériaux précieux se sont volatilisés en un instant. Parallèlement, la statue a commencé à émettre une lueur douce. C'est alors qu'une notification du système s'est soudainement fait entendre. Ning lui a offert en sacrifice à la mère de la douleur des matériaux de qualité violette. Rampeur de la douleur 1. Ton comportement a été reconnu par lui. Tu as obtenu une compétence. Prière douloureuse se faire seppuku. À ce moment, je me suis enfin libéré des liens des branches vertes. Après avoir retrouvé mon calme, j'ai vérifié les compétences que j'avais obtenues. Après vérification, j'avais un nuage de sang noir sur la tête. Parce que son effet est d'augmenter la puissance d'attaque après le seppuku. Tant de points à critiquer en même temps. Je ne savais pas par où commencer à râler. Mettant temporairement de côté mes reproches, je suis allé en courant au coffre en argent. Après l'avoir ouvert, 2 lueurs violettes et une bleue s'élèvent vers le ciel. Après vérification, un des objets violets m'a particulièrement plu. Il s'appelle apôtre de la brume blanche. Après m'être fusionné avec lui, j'ai obtenu la zone de brume pure blanche. Sa fonction est de pouvoir se transformer en brume blanche chaque jour. Pendant 5 minutes, immunisé à la plupart des attaques physiques. Et lorsqu'il subit des blessures mortelles, se transforme automatiquement en zone de brume. Bien qu'une seule fois par jour. Cela améliore grandement ma survie. Juste au moment où je terminais de ranger mes affaires pour quitter la mine, une lumière violette a de nouveau attiré mon attention. C'était en fait un objet lâché par le rampant de la douleur. Après avoir vérifié tous les objets tombés, encore plus surpris, le plus important était le fragment du noyau du seigneur de la mine de la douleur. Non seulement il m'a donné l'espoir de transformer le territoire en forteresse mobile, mais il a aussi automatiquement planifié la mine du chagrin comme ma zone de ressources. Ce qui signifie que je peux directement déplacer la mine juste devant chez moi. Tout excité, après avoir mis tout dans mon sac, j'ai utilisé une bombe simple pour faire une sortie dans la zone effondrée. La première chose que j'ai faite en sortant, c'était de chercher la trace de Huang Hui. Après avoir cherché partout, je l'ai finalement trouvé à côté d'un grand homme. À ce moment-là, Huang Hui a aussi soudainement rétréci ses pupilles. Mais immédiatement après, son expression est devenue inquiète. Ah, mon ami, je suis tellement soulagé que tu sois sorti vivant. Tu t'es blessé? Sans écouter ses explications, j'ai directement pointé mon fusil de sniper sur sa tête. L'homme grand a instantanément placé Huang Hui derrière lui.
Si tu as quelque chose à dire, dis-le calmement. Ne sors pas ton arme dès le départ. Je suis le maître de cette mine. S'il y a un malentendu avec Ori, tu peux me le dire. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un malentendu. À l'heure du rat lors du tremblement de terre. Tu devrais reconnaître ça, non? C'était ton bon subordonné. Le but de cacher ça aux mineurs était de nous condamner à mort. En disant cela, j'ai sorti une pierre bleue. Après avoir écouté, Ori a fixement regardé Wang Hui derrière lui. À ce moment, Wang Hui a commencé à se justifier. Je n'avais pas envie d'écouter ses justifications. Il a enfin compris l'attitude d'Aurélien. Alors il a foncé directement en courant vers Aurélien. Wang Hui a aussitôt jubilé en voyant cette scène. Parce qu'Aurélien est un véritable guerrier de rang bleu. Tandis que les objets de rang vert, eux, me demandent d'épuiser toute mon énergie pour les gérer. Il n'arrivait même pas à toucher Aurélien d'un seul coup. Ce gamin qui se jette tête baissée contre Aurélien. C'est littéralement chercher la mort. Mais la situation ne s'est pas déroulée comme Wang Hui l'espérait. Lors de mon premier affrontement avec Aurélien, Aurélien a été projeté violemment par une force puissante. Alors que moi, je suis resté immobile sur place. Il y a aussi une différence parmi les rangs bleus. En voyant cette scène, l'humeur de Wang Hui est passée du paradis au fond de l'abîme en un instant. À ce moment-là, je n'étais qu'à 3 mètres de lui. Et Aurélien, qui le protégeait, était déjà en train de vomir du sang dans quelques trous paumés. Sans attendre que Wang Hui supplie pour sa vie, je lui ai planté une lance directement dans la tempe. Ce n'est que là qu'Aurélien, traînant son corps blessé, est arrivé à bout de souffle. En voyant cette scène, il a compris que la situation était désespérée. Mais je ne l'ai pas harcelé pour ce qui s'était passé avant. Parce que j'avais besoin que les mineurs m'aident à extraire le minerai. Et les mineurs avaient besoin d'un leader compétent. J'ai dit à Aurélien. J'ai déjà obtenu le fragment de seigneur de la mine de douleur. Donc cette mine m'appartient désormais. S'ils veulent encore gagner leur vie, qu'ils viennent dans mon territoire. Après avoir transféré la mine de la douleur avec des fragments de seigneur, je suis retourné sur mon territoire avec Jane. Puis j'ai sorti la statue de la nuit éternelle que j'avais obtenue. Auparavant à la base des hommes en noir. Après l'avoir offerte avec des matériaux précieux, j'ai obtenu la compétence de privation de vision. Peu de temps après, Ori est venu avec les ouvriers sur mon territoire. Je leur ai fourni le bois nécessaire à la construction des maisons. Puis j'ai donné une abondance de nourriture comme paiement. Les mineurs ont acclamé la grande quantité de nourriture. Et cette journée s'est également terminée parfaitement. Le matin du premier jour du monde brumeux, ma petite amie Liang m'a demandé si j'avais besoin de terre de qualité violette. Naturellement, j'ai tout acheté. Ayant remarqué que cette terre venait toute du même endroit, j'ai été intrigué, car j'avais un besoin urgent de beaucoup de matériaux pour construire une forteresse. Alors que les stocks du marché n'étaient qu'une goutte d'eau dans l'océan. Après avoir demandé où la bonne terre était produite, je suis allé seul à la zone de ressources violettes, le pays des pêchers en fleurs. À mon arrivée au pays des pêchers en fleurs, j'ai découvert beaucoup de survivants. Ils formaient tous des équipes pour explorer la périphérie du pays des pêchers en fleurs. Car avec leur puissance, ils n'osaient explorer que les abords. Quant à moi, mon objectif était d'aller droit au cœur du pays des pêchers en fleurs. Après avoir géré un singe bruyant sur le chemin, je suis arrivé sous un immense pêcher de qualité violette. Cet arbre s'appelle le pêcher de coton. C'est un pêcher mutant imprégné de pouvoirs mystérieux. De plus, sous ce pêcher, un énorme singe était plongé dans un sommeil profond. Je me suis alors servi du codex des brumes pour identifier le singe. Le roi singe impérial, de rang violet, est dans un état spécial de souverain singe. Il est endormi à cause d'une force mystérieuse. Après un moment de réflexion, j'ai d'abord ramassé tous les matériaux violets aux alentours. Puis je suis allé un peu plus loin remplir une grande quantité d'eau de rivière. Enfin, je suis retourné à la source de la fleur de pêcher. Et j'ai tiré un obus directement sur le géant singe. Le roi Yuan s'est réveillé instantanément après avoir été blessé. Mais il n'a pas eu le temps de s'occuper de moi, ce problème. Car ses poils ont pris feu violemment à cause de l'explosion. De plus, l'effet puissant d'accélération de combustion du pêcher a transformé en un instant la zone centrale de la source en un océan de flammes. À ce moment, les singes et leurs descendants hurlaient en courant vers la zone centrale. Cela a aussi donné l'occasion aux survivants à l'extérieur de découvrir une chance. Quelques survivants plus audacieux sont même venus dans la zone centrale. Ils étaient très excités de voir le roi impérial Yuan blessé. Il faut savoir qu'à ce jour, il n'y avait toujours aucune nouvelle de la mort d'une bête brume violette. Si seulement ils pouvaient vaincre cette créature. Richesse et gloire. Ça serait littéralement à leur portée. Alors plusieurs exhibèrent leurs techniques d'attaque les plus puissantes. Après une série d'effets spéciaux, ils ont découvert avec embarras qu'ils ne semblaient même pas pouvoir briser la défense du roi Yuan. Voyant que le feu sur le géant singe diminuait de plus en plus, le groupe n'eut d'autre choix que de prendre quelques pêchers. J'ai rapidement fui la source au pêcher. À ce moment-là, j'avais enfin disposé une tonne d'explosifs. Alors que le roi Yuan éteignait les flammes et fonçait furieusement vers moi, je souris cruellement et allumai la mèche des explosifs. Avec un bruit d'explosion assourdissant, la source au pêcher fut complètement transformée en un océan de feu. Le gigantesque singe subit également les dégâts combinés des flammes et des explosions, et tomba à terre malgré lui. Ensuite, je me dépêchai de jeter une grande quantité d'eau du ciel pour le sauver. Ces matériaux précieux en grande quantité
Après avoir éteint complètement l'incendie, je partis tout excité vérifier les objets laissés par le roi singe à bras jaunes. Parmi eux, une chose me remplit de joie. C'était une étoile de réception de qualité violette. Cela signifiait que je pouvais enfin construire une forteresse. Mais la surprise ne s'arrêtait pas là. Au cœur même de la source au péché, je vis un long couteau rose pâle planté dans l'autel. C'était la première fois que j'obtenais une arme de qualité violette. Elle s'appelait l'épée du monde perdu de Frina. Spécialement forgée pour honorer la déesse du sommeil éternel Frina. Elle possédait une grande puissance d'attaque ainsi que la capacité d'assommer l'ennemi. De plus, elle pouvait progressivement transformer les terres environnantes en qualité violette. Après avoir rangé le long couteau dans l'espace, j'exhumai tous les cotonniers, et constatant qu'il n'y avait plus de matériaux violets, je retournai pleinement satisfait chez moi en volant. De retour dans mon domaine, la première chose que j'ai faite, c'est de planter l'arbre de coton, puis d'enfoncer le couteau Frina premier dans la terre, pour produire une terre de qualité violette. Enfin, j'ai soigneusement cuisiné de la viande maigre de qualité violette. Une fois prête, je l'ai engloutie avec le coton de qualité violette. Ensuite, je me suis endormi comme un poids mort. Jour 11 dans le monde de la brume. Au petit matin, j'ai d'abord éliminé un groupe d'autochtones locaux. Le chef de ces autochtones s'appelait le chevalier pillard. Il s'était rapidement enrichi, en incendiant, tuant et pillant les terriens alentours. Après les avoir tués, j'ai aussi vengé mes semblables. En même temps, j'ai appris une information importante. À savoir que le chevalier pillard appartenait au seigneur Eric. Et qu'Eric est un puissant de rang violet. Alors, son château doit forcément contenir assez de matériaux pour que je puisse évoluer en forteresse mobile. Avec l'idée que si je dois offenser quelqu'un, autant que ce soit jusqu'à la mort. J'ai pris ma longue épée et suis allé chercher la peau d'Eric. En suivant la carte fournie par le chevalier pillard, après environ 30 km de vol, j'ai aperçu un château grandiose. Sans perdre patience, j'ai directement tiré un coup de canon en direction du château principal. Puis, une voix d'homme hurlant s'est fait entendre dans ce château percé. Qui ose venir faire exploser impunément sur le territoire d'Eric, c'est toi. Après qu'Eric eut parlé, je continuais à bombarder sans aucune hésitation. L'homme à l'intérieur fut soudain furieux, puis prit un arc et tira frénétiquement sur moi. Après plusieurs affrontements, je compris aussi que le lance-roquette ne pouvait plus infliger beaucoup de dégâts aux puissants de niveau violet. Alors je pris directement un grand couteau et fonçai dans le château principal. L'adversaire, voyant que je m'approchais activement, fut soudain éveillé. Garçon, tu voles dans les airs. Je ne peux rien contre toi. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu viennes mourir de ton propre chef. Alors ce ne sera pas ma faute. En disant cela, Eric sortit une longue épée, puis la planta précisément vers mon front. Au moment où la lame allait me transpercer, je me téléportai instantanément sur terre, puis revins dans le monde brumeux en une fraction de seconde. Eric avait encore l'air complètement perdu à ce moment-là. Profitant de son moment d'hésitation, je lui tranchai la poitrine d'un coup de couteau. Mais à ma grande surprise, ce coup n'eut pas l'effet escompté. Le miroir protecteur dans ses vêtements arrêta mon attaque. Sans hésiter, je me retirai immédiatement, jetant plusieurs grenades fumigènes au sol. Après m'être mis à une distance de sécurité, j'utilisai directement une compétence, la chute de météores. Une dizaine de météores cachés dans la fumée. Compris. Cela ne pouvait en aucun cas tuer l'autre. J'ai recommencé à disposer des explosifs autour de la fumée, jusqu'à ce que la fumée se dissipe progressivement. Ce n'est qu'alors que j'ai cessé. La voix d'Eric, dans le tas de météorites, devenait de plus en plus furieuse. Gamin, tu m'attends dehors. Tu es mort. Je n'ai pas prêté attention à la menace d'Eric. Je me suis juste moqué en volant hors du fort. Puis j'ai allumé la mèche de cette énorme quantité d'explosifs. Avec un énorme fracas d'explosion, ce château solide s'est instantanément transformé en ruine. En voyant la lueur violette à peine visible dans les décombres, j'ai compris que le lait Eric était déjà devenu un beau violet. Après la chute, j'ai passé un long moment à déterrer les débris tombés. Le plus important était un manuel appelé la technique de respiration du chevalier. Son effet est à peu près équivalent à une méthode d'entraînement corporel dans un roman fantastique. Après l'entraînement, on peut atteindre un corps de niveau violet au maximum. C'est une bonne chose. Cela signifie que je peux former une troupe d'hommes de niveau violet à l'avenir. Il y avait aussi un cercle de protection. La plaque du cercle fonctionnait à peu près comme le grand cercle protecteur de la secte. Le reste, à part un talisman de protection de qualité violette, était le noyau du seigneur de ce territoire. Après avoir obtenu le noyau du seigneur, j'ai obtenu le droit de décomposer le territoire. Alors j'ai immédiatement décomposé le château devant moi. Puis il a obtenu une grande quantité de matériaux de construction précieux. Maintenant, je peux construire ma forteresse mobile. Regardant la grande quantité de matériaux violets qui sont soudain apparus dans son sac à dos, Yetchu ne put s'empêcher de ressentir une profonde émotion. Au départ, il pensait que la mise à niveau du campement prendrait encore quelques jours. Mais il semble que ce sera terminé dès que je rentre chez moi aujourd'hui. Un seigneur de niveau 5, cette fois, lors de la mission surprise sur le territoire. J'ai vraiment fait le bon choix. Voyant la forteresse qu'il avait construite il y a à peine quelques semaines disparaître, les chevaliers bleus électriques autour de Yetchu ne purent s'empêcher de soupirer. Voici la lutte entre seigneurs, plus cruelle que celle entre chevaliers.
Yetchu regarda l'heure. Il reste 2 heures avant le coucher du soleil. Sans la brume blanche pour faciliter le voyage. Le travail est 2 fois plus difficile pour moins de résultats. Yetchu prévoyait de profiter de ces 2 heures pour explorer ce territoire. D'abord, rappeler les flèches qui attendaient toujours des ordres. Puis rassembler les habitants du domaine pour un recensement. Sous l'appel des chevaliers, 531 personnes sur le territoire furent convoquées, pour être examinées par Yetchu, le nouveau seigneur, au sujet du changement de seigneur. Au début, ces gens étaient juste un peu indifférents. Mais en voyant Yetchu en personne, ils paniquèrent. Inutile d'en dire plus. C'est toujours la dissuasion de l'armure vivante qui a joué son rôle. Yetchu ne se soucie pas vraiment de savoir si ces gens ont peur de lui. Il n'y a rien à craindre à ce sujet. Il a examiné attentivement la situation des forces dans ce territoire. Il y avait initialement 5 grades de câbles. Parmi eux, le chevalier maraudeur est tombé entre les mains de Yetchu. Et il vit maintenant un enfer sur terre. Un autre est sorti et n'est pas revenu. Après que Yetchu eut absorbé le cœur du territoire, l'adversaire ne devrait plus trouver le chemin du retour. Donc il reste 3 experts de grade câble. Les armures et armes sont toutes de qualité verte. Il y a 23 personnes de grade persistant qui occupent des postes de protection et de patrouille. Yetchu en a tué 5 sur le champ. Il en reste maintenant 18. Quant aux habitants de grade porcelaine blanche et inférieure, Yetchu n'en a rien à faire. Les ressources dans le territoire. Il y a des terres de qualité bleue, un mu de terre de qualité verte, 10 mus de bois de noisettes de qualité bleue, un puits d'un mu de qualité verte, 2 chevaux de guerre de qualité verte, 3 sangliers à longue défense de qualité verte, 5 poulets à plumes blanches de qualité verte, et des choses de qualité blanche et inférieure aux membres. Yetchu n'a pas regardé. En résumé, comparé à sa base excessive en une seule discipline, ce territoire semble quand même plus raisonnable. Il y a aussi un peu plus d'odeur humaine. Mais face à autant de sujets, Yetchu est quelque peu préoccupé. Il n'a tout simplement pas envie de s'en occuper. Du côté du village minier, c'est mieux. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et Orui dirige l'extraction minière. Mettre ses 500 personnes environ sur son territoire. Ça semble poser beaucoup plus de problèmes. Après un moment d'hésitation, Yetchu prit la parole. Y a-t-il quelqu'un qui veut quitter le territoire? Personne ne répondit dans le public. Mais à travers les regards vaguement effrayés, Yetchu devina l'affaire à peu près complètement. Parfois, la communication est ainsi compliquée. On dit la vérité. Mais les autres ne croient pas nécessairement. À côté, les 3 Diaoelaen ne pouvaient saisir les pensées de Yetchu. Ils n'osaient pas parler à tort et à travers. Seul Jianming comprenait l'intention de Yetchu. Jian s'approcha de Yetchu et dit à voix basse. Seigneur du territoire, ces sujets sont tous des esclaves. Ce n'est qu'en détruisant leur contrat d'esclavage qu'ils pourront véritablement être libres. Sinon ils ne peuvent pas quitter le territoire. Yetchu hocha légèrement la tête. Où sont leurs contrats d'esclavage? Le chevalier bleu électrique à côté, entendant cela, se précipita aussitôt vers une maison toute proche, en sortit une épaisse pile de contrats, et les posa devant Yetchu. Yetchu regarda, et après avoir confirmé qu'il fallait déchirer, dissolut le contrat, puis força avec ses 2 mains, et déchira tous les contrats devant lui. En même temps, tous les sujets dans l'auditoire ressentirent une légèreté comme s'ils venaient de briser leur chaîne, et affichèrent tous un visage d'incrédulité. Ce nouveau seigneur devant eux avait vraiment rompu leur statut d'esclave. Yetchu ne fit pas attention à ces regards étranges venant de l'auditoire, et reprit la parole. Je suis trop paresseux pour gérer trop de monde. Vous êtes libre maintenant. Partez si vous voulez. Peu importe combien vous avez du mal à y croire. La rupture du contrat est un fait. En quelques minutes, il ne restait plus que moins d'une centaine de personnes au bas de la scène. Quelques chevaliers bleus électriques à côté ne purent s'empêcher de parler. Il s'enfuit même. Ça gâche vraiment les efforts déployés par notre Seigneur. Yetchu leur lança un regard. Vous aussi, si vous voulez partir maintenant. Je ne vais pas empêcher, homme. Les paroles de Yetchu figèrent immédiatement ses chevaliers sur place. Réalisant que Yetchu ne plaisantait pas, un chevalier sortit sur le champ un contrat qui semblait bien plus luxueux. Seigneur, je déchire. Le contrat fut déchiré en 2 immédiatement. Sentant les chaînes brisées sur son corps, le chevalier afficha aussitôt un visage joyeux, enleva son armure et son épée longue, et partit rapidement. Contrairement au contrat signé par les esclaves, ceux des chevaliers étaient relativement égalitaires. Et en cas de résiliation unilatérale, la partie qui la rompt assume toute la responsabilité. Initialement, ce chevalier avait signé un contrat de loyauté d'1 année avec Eric. Mais après un peu plus d'1 mois de service, il pouvait partir avec un salaire d'1 année. Qui ne serait pas jaloux en voyant cela? En un clin d'œil, plus de la moitié des chevaliers et des gardes étaient partis. Davantage que les esclaves partis. Pour une telle situation, Yetchu s'en moquait naturellement. Sans parler du fait que Yetchu n'avait jamais eu l'intention de former une armée rebelle avec Li Ning. Enlever ces personnes déloyales était aussi le bon choix. Après cette expulsion, moins de 100 personnes restaient aux côtés de Yetchu. Parmi eux, un chevalier d'un grade élevé et plus âgé. D'après ses dires, était trop âgé, et ne voulait plus se déplacer partout. Trouver un territoire pour vivre paisiblement et rester jeune. Le rang compte 10 personnes.
La plupart sont des jeunes. La plupart des raisons pour rester sont. Je n'ai jamais vu un seigneur aussi indépendant que Yetchu. L'armure et les ailes sont très belles. Le seigneur est très fort, des raisons étranges. Les autres ont plutôt compris la réalité du monde. Ils savent qu'ils seront opprimés dans n'importe quel territoire. Rester dans ce territoire vaste et peu peuplé. Après avoir payé les impôts, peut-être resteront-ils avec un peu plus de nourriture. Devant cette équipe simplifiée et débarrassée des hématomes, Yetchu acquiesça avec satisfaction. Puis il sortit son propre contrat. Si vous voulez rester dans mon territoire, vous devez respecter les règles du contrat. Si vous ne pouvez pas l'accepter, vous pouvez partir. Sous les regards tendus des nombreux habitants, le chevalier bleu électrique Glo, l'un des rares à être instruit, s'éclaircit la gorge. Puis prit la parole. Premièrement, il est interdit de divulguer sous quelque forme que ce soit des informations sur le territoire. Deuxièmement, en cas de découverte d'objets rares et précieux, ils doivent d'abord être identifiés par les serviteurs du Seigneur. Troisièmement, une taxe de 50% sur les revenus dans le territoire sera prélevée. Il est interdit de vendre de la marchandise de qualité inférieure en prétendant qu'elle est meilleure. Garder une certaine propreté. Enfin, c'est tout. Il y a une dizaine de clauses au total. Une fois la lecture terminée, même le chevalier Glo lui-même fut un peu surpris. Qu'est-ce que ce genre de contrat ? Du début à la fin, la seule clause un peu stricte concernait la protection des secrets du territoire. Bien que d'autres soient un peu compliqués, comparés aux contrats habituels, c'était pratiquement comme s'il n'y en avait pas. Chapitre 132. Forteresse mobile de niveau 5 en garnison. Les habitants au pied de la Seine commencèrent à parler en chœur. « Seigneur, vous ne prélevez vraiment que la moitié de la taxe foncière ? Seigneur !» Le Seigneur, confronté aux questions incessantes. Yetchu applaudit des mains. Le contrat est clairement écrit, il n'est pas indiqué. Que vous avez le droit de prendre ce que vous cultivez, que ce soit pour votre propre consommation, un échange, le droit nocturne ou quoi que ce soit d'autre. Tout cela est exclu. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous. Quant aux ressources, à la division des terres, tout sera réparti équitablement. Vous pouvez discuter entre vous des détails spécifiques autant que vous le souhaitez. Pour Yetchu, ce n'est qu'une fois la loyauté de Liming élevée à 90%, qu'il envisagerait de les réutiliser. Jusqu'à ce moment-là, le meilleur scénario est que ces gens puissent subvenir à leurs besoins sans importuner Yetchu. Cela serait idéal. À l'écoute de ces paroles, les habitants au pied de la Seine affichèrent des visages incrédules. C'est faux, non ? Est-ce le paradis ici ? C'est merveilleux. Nous pouvons enfin être ensemble ouvertement. Les sujets dans la salle se lancèrent alors dans une fête folle. Ils ne pouvaient dissimuler leur sourire sur leur visage. Lorsqu'ils retournèrent au village, à ce moment, plusieurs dans le territoire étaient encore en train de faire leurs bagages. Ceux qui n'avaient pas eu le temps de partir, en entendant ce contrat récemment signé, ils étaient d'abord incrédules. Mais quand le contrat immaculé fut posé devant eux, chacun regretta amèrement. Que les dieux soient témoins. Comment un seigneur aussi inhabituel peut-il exister dans ce monde ? Comment peut-il exister un seigneur qui traite les gens comme des êtres humains ? Mais à ce moment-là, leur regret était inutile, car ils n'appartenaient plus au domaine. La nouvelle garde commença à les chasser, avec leurs bagages dans les bras. Ces personnes au visage complexe disparurent une à une au bout de la vallée. Une fois ces sujets arrangés, le ciel était déjà sombre. Yetchu et Jian prirent la route pour partir, en suivant la direction protégée par la grande roche. Dans le brouillard épais et blanc, ils passèrent plus d'une heure. Yetchu vit enfin sa position sur la carte. Grâce à la carte, Yetchu retourna rapidement au campement. Dans la nuit tombante, devant le camp, plusieurs lumières vacillaient. C'est Touri. Ils entendent le son familier du moteur. Chaque garde affichait une vigilance évidente. Quand le 4x4 de Yetchu apparut vraiment devant eux, cette vigilance se changea en joie. Yetchu baissa la fenêtre du 4x4. « Messieurs, merci pour vos efforts. La patrouille d'aujourd'hui s'arrête ici. Ce n'est pas fatigant. Le Seigneur mange chaque jour de la farine raffinée. Tant qu'on part en mission, on peut encore manger de la viande. Ces gens vivent des jours meilleurs que ce qu'ils osaient rêver avant. Leurs visages sont rouges et éclatants, pleins d'énergie. Ils auraient voulu s'ouvrir la poitrine. Comment pourraient-ils dire que c'est fatigant ? Sur le panneau système, la plupart des gardes ont une loyauté déjà au-dessus de 80%. Une fois les gardes dispersés, Yetchu gara le 4x4 dans le garage. Sans même prendre le temps de dîner, il se précipita dans la maison. Une alerte système retentit à l'oreille de Yetchu. Détection du noyau de seigneur du maître, accepter son territoire ? Choisir confirmer. Yetchu remarqua que le noyau de seigneur dans sa paume rétrécissait à une vitesse visible à l'œil nu, se diffusant dans l'espace aux alentours. Peu après, Yetchu fit une nouvelle vérification. Le noyau du seigneur a été découvert, il est déjà devenu le noyau de la construction. Lorsque le poste de permanence atteint officiellement le niveau 5, il sera possible d'utiliser ce noyau pour améliorer les bâtiments, ce qui est bien. Ranger le noyau de construction. Yetchu quitte le poste de permanence et se dirige vers le site du filon de douleur, usant du miroir du pouvoir pour séparer la paroi rocheuse. Du bois de qualité pourpre, 300 unités. Du minerai de qualité pourpre, 600 unités. De la terre de qualité pourpre, 1000 unités.
De la pierre de qualité bleue, 1000 unités. Pratiquement une centaine de morceaux de minerai de douleur ont été obtenus. Plus d'une dizaine de cristaux de filon. Ajoutez à cela l'inventaire et la récolte du jour. Cela suffit désormais à relever le niveau du poste de permanence. Yetchu prend tour à tour les ressources nécessaires dans la cour. Ainsi qu'un noyau contraint encore palpitant. Les conditions pour le noyau seigneurial sont aussi remplies. Yetchu appuie avec espoir sur le bouton d'amélioration. Au passage d'une lumière éclatante devant Yetchu, une transformation spectaculaire se produit immédiatement. Les provisions de l'entrepôt devant la maison sont repoussées au loin. La clôture en bois qui servait de première ligne de défense. Et le mur qui formait la seconde ligne de défense. Elle est même complètement engloutie par la construction agrandie. Remplacée par un bâtiment couvrant une superficie de 1000 mètres carrés. Haute de 3 étages. Tel un gigantesque bastion forgé dans l'acier. Dans l'obscurité, le bastion rampe tel une bête. Dégageant une aura glaciale indestructible. Mise à niveau terminé. Yetchu utilise l'identification de territoire sur le bâtiment devant lui. Bâtiment principal, bastion mobile. Durabilité de niveau 5 sur 15 000. Installation interne. Royaume de puissance. Statut de proie de chasse. Panneau de réseau du champ de protection, plan d'amélioration du bâtiment. Niveau avancé et description des matériaux correspondants. Bastion solide fabriqué à partir de minerais rares. Surface au sol de 1000 m². 3 étages au-dessus du sol. 2 niveaux sous terre. Caractéristiques du sous-sol. Bâtiment mère situé à l'intérieur du bâtiment. Récupération de l'endurance augmentée de 10%. Légère amélioration de tous les attributs. Le seigneur regarde tristement, capable de percevoir ceux qui manifestent de l'hostilité envers le territoire. Et leur infliger une attaque mentale. La limite supérieure de cette propriété d'attaque est 1/10 de la force mentale du seigneur lui-même. Le bastion mobile peut se déplacer en consommant des ressources et en étant contrôlé. Le bastion et les terrains environnants se déplacent. Lorsqu'il se déplace dans le brouillard, la vitesse de déplacement est augmentée. Le fort mobile est construit, faisant le tour du fort. Devant cette construction qui ressemble à une bête de fer, Yetchu ressentit un sentiment complet de sécurité. Dormir dans un tel bâtiment, il faudrait sans doute un gros effort pour qu'un obus puisse le percer, et tout en conservant ses caractéristiques originales. Le nouveau bâtiment a gagné 2 nouvelles fonctionnalités. Le fait qu'il soit mobile est évident. Regard de douleur. C'est vraiment une technique divine, capable de détecter l'hostilité dans la zone. Cela signifie que, tant qu'on est sur son propre territoire, il n'y a presque pas besoin de craindre une attaque ou un meurtre. Au moment où Yetchu s'habituait aux nouvelles commandes du territoire, le système émit de nouveau un son de notification dans son oreille. Système, votre niveau de poste avancé est passé au niveau 5. Avec le noyau de votre poste avancé comme centre, une zone de rayon de 3 km a été définie comme votre territoire. Système, vous pouvez contrôler la portée existence de la brume dans votre territoire. Système, détection de possession de territoire confirmée. La portée de contrôle du miroir urbain a été étendue à l'ensemble du territoire. Chapitre 133. Prendre ses jambes à son cou, le poste avancé atteint le niveau 5. Vous êtes désormais un seigneur reconnu par le système. Et ce n'est pas tout. La capacité de la sphère de pouvoir a enfin été complétée. Depuis un rayon initial de 1000 mètres, jusqu'à l'actuel rayon de 3000 mètres, multiplié plusieurs fois. Non seulement sa maîtrise du territoire s'est approfondie, mais en utilisant le domaine d'influence de son pouvoir, il observe autour de lui. Yetchu dissipe directement tout le brouillard dans son territoire. Au centre du fort mobile, des centaines de mètres de terre et de pierre s'élèvent soudainement, comme s'il avait une vie propre. La terre sous ses pieds se soulève. Même s'il y a une attaque, l'adversaire devra parcourir plusieurs kilomètres pour s'en approcher. En y pensant, un léger sourire se dessine aux lèvres de Yetchu. Même s'il court vers lui, lui-même peut aussi fuir. Après avoir regardé les caractéristiques du fort mobile, Yetchu décide de voir comment un fort si grand se déplace. Un mouvement de pensée, et Yetchu sent la terre autour trembler comme un tremblement de terre. Impossible de rester stable un moment. À côté, Jian, étant un assassin, a naturellement une meilleure stabilité que Yetchu. Il s'avance directement pour soutenir le corps de Yetchu. À ce moment, Yetchu observe autour de lui, et ouvre grand les yeux, choqué. À travers le miroir du pouvoir, Yetchu voit son campement, pousser 4 grandes jambes composées de roches de plusieurs dizaines de mètres, comme si sa maison était construite sur un ancien géant préhistorique. À cet instant, le géant s'est réveillé, et déplace une terre aussi grande que plusieurs terrains de football sur son dos. Bon sang, c'est vraiment solide. Il s'enfuit dès qu'il bouge la jambe. Bien que la forteresse tremble clairement au moment de se lever, elle avance étrangement de manière très stable à présent. On dirait qu'elle reste immobile sur le sol. En termes de vitesse, à cause de la taille gigantesque de la forteresse, même en marchant lentement, elle peut rivaliser avec un véhicule ordinaire. Fuir n'est absolument pas un problème. Et en regardant ses 4 grandes jambes,
Yetchu sent que sa forteresse mobile pourrait parfaitement servir de géant de guerre. Si cette chose donne un coup de pied, même un puissant violet or serait souffrant un bon moment. Et ce n'est pas tout. Cette forteresse mobile ne bouge pas seule. Les champs, entrepôts, les étangs, tout repose tranquillement sur le dos du géant. À part la colline minière douloureuse. Cela signifie pratiquement toute la fortune de Yetchu. Si jamais il rencontre un adversaire qu'il ne peut battre, fuir pour revenir plus fort plus tard sera beaucoup plus facile. L'âme de Yetchu était en train de sortir de son corps. Regardant avec stupéfaction et excitation sa maison qui ne cessait de bouger, la voix de Jian résonna à ses oreilles. « Seigneur du domaine, êtes-vous en sécurité ?» Le rappel de Jian fit brusquement revenir Yetchu à la réalité, trop absorbé par l'émotion. Il avait oublié que cette fois, il voulait juste tester l'énergie consommée pour déplacer la forteresse. « Je vais bien, » répondit-il d'abord à Jian, puis il jeta un regard vers son sac à dos. Le tas de boîtes brumeuses, qui formait une petite montagne, avait diminué d'un petit morceau. Après seulement quelques minutes de déplacement, des centaines de ces boîtes blanches avaient été englouties. Yetchu ressentit une légère douleur à cause de cette dépense d'énergie. Si jamais il utilisait cette méthode pour fuir, il craignait que même avec plusieurs boîtes, cela ne suffise pas. Il arrêta immédiatement le déplacement de la forteresse. Accompagné d'une violente secousse, la massive jambe de pierre se replia, et s'enfouit lentement sous terre. Le campement de Yetchu atterrit en toute sécurité. Jian à ses côtés semblait encore un peu nerveuse. Yetchu sourit et lui caressa l'oreille. C'était une transformation due à la montée en niveau de la construction. Maintenant je peux vraiment être considéré comme un vrai seigneur. À partir de maintenant, cette forteresse sera notre nouvelle maison. Quant aux secousses tout à l'heure, c'était causé par le déplacement de notre nouvelle maison. Il n'y a pas lieu de paniquer. La maison peut toujours bouger. Est-ce que le seigneur actuel a déjà transformé les alentours en une île flottante légendaire? La tour des mages? Bien que Jian ne comprenne pas, il est profondément impressionné. Que le seigneur Zijin puisse accomplir une telle chose. Il semble n'en avoir même jamais entendu parler. Le seigneur est vraiment incroyable. Allons-y. Entrons voir notre nouvelle maison. Yetchu ouvrit la voie, poussant la lourde porte en acier ornée de motifs complexes. Si l'extérieur donnait l'impression d'une forteresse de fer froide, l'intérieur changeait radicalement cette impression. Dès l'entrée, un long tapis en peau d'animal s'étendait, lumière orangée illuminant. Un hall majestueux semblable à un château noble, ressemblant à un grand salon. Après avoir traversé le hall sur un plancher en bois, on arrivait à la partie privée. La cheminée brûlait calmement. De part et d'autre, des objets étranges souvent utilisés par Yetchu. Montant l'escalier en colimaçon vers le deuxième étage, Yetchu aperçut une statue au bout du couloir. Il semblait que les statues étaient placées dans un espace spécialement dédié au culte. Chambre, cuisine, salle de lavage, tout avait été agrandi de plusieurs fois, avec même une séparation homme-femme. Avant, quand l'espace manquait, la division n'était pas aussi détaillée. Yetchu vit aussi une baignoire dans la salle de lavage. On pourra bientôt s'y relaxer. Bien que le troisième étage soit nettement plus petit en surface. Il y a cependant plusieurs mécanismes très intéressants, qui, une fois activés, peuvent ouvrir le toit, offrant ainsi une belle vue de l'extérieur. Un poste d'observation. Et Yetchu a même repéré ici des meurtrières dissimulées. Le nom de forteresse s'applique parfaitement. Non seulement on peut s'y reposer, mais aussi y mener des combats. Le sous-sol était également divisé en plusieurs petites pièces. Et Yetchu y avait même installé sa garde-robe temporaire. Le deuxième sous-sol servait à entreposer divers objets. Après avoir fait le tour de sa nouvelle maison, Yetchu était extrêmement satisfait. C'est ici qu'un seigneur digne de ce nom devrait vivre. Il ouvrit le système, et dépensa pas mal de nourriture, pour obtenir auprès de Lievski beaucoup de peaux d'animaux de qualité verte ou supérieure, puis fit fabriquer des tapis en peau d'animaux, qu'il étendit sur tous les sols vides du château. Ensuite, il fit construire plusieurs nouveaux cheminées à différents endroits. Après ces diverses opérations, la température à l'intérieur de la forteresse monta rapidement, et redevint vite agréablement chaude. Une fois ces tâches terminées, Yetchu ouvrit à nouveau le système, et accéda à l'interface de construction. Le camp ayant atteint désormais un grade violet, les bâtiments rattachés au camp, toutes les constructions ayant absorbé le noyau du bâtiment, peuvent bénéficier d'une mise à niveau complète. De plus, Yetchu possède encore un noyau de bâtiment de qualité violette, ainsi que plusieurs noyaux de bâtiments de qualité inférieure. C'est donc le bon moment pour les utiliser. Actuellement, aucun bâtiment n'a absorbé de noyau de bâtiment. Il y a aussi eux. Yetchu tient un noyau de bâtiment en main, et découvre qu'il y a beaucoup plus de bâtiments qui peuvent fusionner. Garage, entrepôt, ferme, tour de guet, murs étranges. Le garage et l'entrepôt sont construits avec le même type de maison en bois. Alors pourquoi le système a-t-il déterminé que c'était un garage? Serait-ce que les objets spécifiques à l'intérieur de la maison peuvent influencer le jugement du système? Avec cette idée en tête, Yetchu sort de la maison, et commande via le canal système une maison en pierre. Après avoir placé le temple de la nourriture sur le terrain adjacent, Yetchu sort le fourneau du bastion, et le place dans cette maison en pierre. Puis il ouvre à nouveau l'utilisation du noyau du bâtiment, et un nouvel élément pouvant être amélioré apparaît immédiatement.
La forge? Son hypothèse était correcte, car il n'y a qu'un fourneau dans cette maison. Elle est donc reconnue comme une forge, devenant ainsi un bâtiment. Qui peut alors intégrer le noyau du bâtiment? Chapitre 134 Résumé des points de survie secondaires. Le narrateur, une voix masculine, raconte, le noyau de construction en main de Yetchou a disparu en un clic. Une fois dans l'atelier de forge, un bouton de mise à niveau est soudain apparu. Voulez-vous consommer des ingrédients? Le nouveau comte Voulin va mettre à niveau l'atelier de forge de LAN en atelier de forge amélioré. Yetchou jeta un œil aux ingrédients. Il en restait encore un peu. En y pensant, Yetchou n'hésita plus. Il cliqua sur le plus derrière l'atelier de forge, la mise à niveau réussit. La forge dans l'atelier de forge. La consommation de minerais a été réduite d'une certaine quantité. Une faible amélioration a été obtenue. Yetchou se gratta le menton, puis regarda à nouveau dans son sac. Pour lui, les matériaux de qualité violette restaient précieux. Il ne devait pas gaspiller. Il valait mieux d'abord améliorer tous les bâtiments à la qualité bleue. Quand le territoire se développera à l'avenir, il pourra les améliorer lentement un par un. De toute façon, ces améliorations ne sont pas énormes. En y pensant encore, le garage, la tour de guet, la salle d'enchantement et d'autres bâtiments furent tous fusionnés dans le noyau de construction par Yetchou, et élevés au grade bleu. Quand les bâtiments atteignent le grade bleu, des caractéristiques apparaissent. Le garage répare lentement les dégâts des véhicules stationnés. La tour de guet offre une augmentation de la vision à celui qui y est posté. La salle d'enchantement augmente la probabilité de succès des enchantements. Ça semble inutile. Regardant la série de boutons de mise à niveau dans le menu de construction, et la grande quantité de matériaux violets manquants, Yetchou ressent à nouveau sa pauvreté. Il a travaillé dur pour se développer. Alors pourquoi manque-t-il toujours de tout? Non. Il semble qu'il soit arrivé dans ce monde de survie depuis seulement 14 jours. Il serait étrange qu'il ait tout déjà. Jian, arrête de t'affairer. Manquer de ressources est donc normal. En y pensant, Yetchou se sent beaucoup plus détendu. Oui, cela fait seulement 14 jours qu'il est dans ce monde de survie. Et il en est déjà à ce stade. Il ne trahit pas son avantage spécial. Tapotant la lourde porte en acier, puis regardant la neige presque disparue au sol, Yetchou pousse la porte en souriant et dit, profite du fait que c'est la journée la plus froide. Faisons une fondue. Quelques minutes plus tard, petit salon du fort mobile. Le grand salon est trop grand. 2 personnes assises là donnent juste une sensation de vide. Alors Yetchou a choisi cet endroit plus petit pour manger. Un chaudron en laiton d'une hauteur d'environ un demi-mètre. Bouillonnant avec des bulles. C'est une grande marmite que Yetchou a spécialement trouvée dans le monde réel. Elle est divisée en 2 parties à l'intérieur. On a mis séparément 2 sortes de bases pour fondue, une épicée et une non épicée. Le bouillon parfumé d'os et la soupe rouge épicée se complètent à merveille. À côté, on voit la technique simple mais efficace du couteau d'assassin. Des tranches de viande soigneusement coupées. Pas de viande maigre. Le bœuf et le porc sont tranchés finement comme des ailes de cigale. De l'autre côté, il y a du chou chinois que Yetchou a arraché dans son propre champ. Du chou chinois tendre. Ces récoltes ne sont pas de grande qualité. Sur une terre de qualité violette, elles peuvent mûrir en un jour ou 2. Leur croissance est comparable à celle de la ciboule. Il y a aussi une partie d'éléments variés. Ceux-ci ont été achetés par Yetchou sur le canal d'échange. Les aliments uniques du monde de survie ont tous été vérifiés comme comestibles, ainsi que des fruits coupés en morceaux, comme le coton-pêche, pommes, poires, mandarines, et diverses boissons, eau gazeuse, yaourt, vin de fruits. On peut dire que la table est pleine à craquer. Ce repas peut être considéré comme le plus riche en ingrédients depuis que Yetchou a voyagé dans le temps, et aussi le plus somptueux. Prenant un plateau de tranches de viande, Yetchou les pousse directement dans la fondue avec ses baguettes, prêt à commencer à manger. Il trempe, puis avale d'une bouchée. L'arôme de la viande se mêle à la pureté du bouillon. Un mélange parfait. Ouverture de l'appétit. Pendant un moment, il ne restait sur la table que le bruit des baguettes qui s'entrechoquent et de légers sanglots. Épicé, à la fois piquant et engourdissant. Agréable en odeur et rafraîchissant. Une demi-heure plus tard, Yetchou, déjà torse nu, tenait un verre de lait tiède. Après l'avoir bu d'une traite, il poussa un soupir. Quel festin délicieux et revigorant. À côté, Jian léchait aussi le lait en petites gorgées. Son petit visage était tout rouge. On ne savait pas si c'était à cause du piment, ou parce que Yetchou la regardait à côté. Les assiettes vides étaient méritées. Yetchou et Jian étaient tous deux des experts en câblage électrique. Sinon, ils n'auraient pas pu manger aussi proprement. C'est alors que le son de notification du système retentit à nouveau dans l'esprit de Yetchou. Le moment du bilan hebdomadaire est arrivé. Félicitations à vous, survivants de l'A003. Vous avez passé la 2e période de 7 jours. Il faut dire que votre lutte acharnée est vraiment réjouissante à voir. Parfois, les séparations entre la vie et la mort nous font aussi verser des larmes, nous les observateurs. Mais nous devons vous informer d'une mauvaise nouvelle. Un nouveau désastre est sur le point d'arriver. La présence du brouillard blanc ne sera plus limitée. Les canaux restants vont se regrouper à nouveau. La probabilité que les autochtones du monde vous découvrent augmente considérablement. Ensuite, il s'agira toujours de récompenser et de punir certains survivants. Dans 10 minutes.
Nous allons de nouveau annoncer les points de survie actuels de tous les survivants. Le survivant avec le classement le plus bas sera puni. Et les survivants bien classés recevront une récompense. Le monde des survivants vous a déjà dévoilé ses crocs. Faites tout votre possible pour rester en vie. À cause de cette annonce du système, l'endroit redevient animé. Yetchu tapota légèrement sur sa chaise, avec une expression inexplicable. Grâce à cette annonce du système, il est quasiment certain que la catastrophe se renouvelle toutes les 7 jours. Mais contrairement à la dernière fois, Yetchu remarque avec acuité que cette fois-ci, la récompense de classement n'a pas été mentionnée. Se pourrait-il qu'il n'y ait pas de récompense de classement de canal cette fois-ci? Yetchu réfléchit un instant, puis abandonne sa réflexion. De toute façon, il comprendra la situation exacte dans 10 minutes. À ce moment-là, qu'il ait eu tort ou que l'autre partie ait changé les règles, le résultat sera évident. Et puis il y a cette dernière phrase, le monde vous a dévoilé ses crocs. Yetchu ne peut s'empêcher de penser aux présences pourpres et dorées qui sont très problématiques à affronter. Et si elles attaquaient aussi la base d'opération? Il ouvre la zone de chat. C'était bien ça. Résumé d'évaluation une fois tous les 7 jours. Cela n'a pas beaucoup de sens pour nous. L'important ne devrait-il pas être quelle catastrophe nous attend demain? Oui, c'est ça. La neige a enfin fondu. Je n'ai pas encore stocké beaucoup de nourriture. Et voilà qu'une nouvelle catastrophe arrive. Et en plus, les forces locales, un groupe de chevaliers pillards, a failli me renverser complètement. Si une autre attaque arrive ensuite. Hélas, depuis ce jour-là, personne n'a revu le chevalier au masque de fantôme. Vivre est vraiment trop difficile. Sous une lumière tantôt claire, tantôt obscure. Des visages, soit excités, soit indifférents, regardent l'écran lumineux devant eux, attendant l'arrivée de la notification du système. Une voix familière retentit de nouveau dans leur esprit. Deuxième évaluation des points de survie des survivants en cours. Votre base actuelle est de niveau 5, occupant une superficie de 28 par 26 km². Plus de 99% des survivants obtiennent un bonus de 100 000 points. Votre territoire contient des zones de ressources comme la colline du deuil minier, des véritables arbres fruitiers. La forêt LAN dépasse 99% des scores des survivants avec un bonus de 100 000 points. Chapitre 135, maintient la première place. Récompenses abondantes. Vous comptez 122 habitants actuellement dans votre territoire. Le taux de loyauté le plus bas est de 67%. Les survivants dont le classement de la catégorie câble dépasse 99,99%. Reçoivent plus 50 000 points. Ta constitution actuelle est rare de couleur bleue. Plus de 99,9% des survivants reçoivent plus 10 000 points. Tu possèdes un objet de qualité trésor pourpre. Page résiduelle de la célébration du brouillard blanc. Repère des objets étranges puissants. Armure vivante et épée de Flina Ier. Les survivants dépassant 99,99% reçoivent plus 400 000 points. Tu as exploré la zone de brume. 2 fois le total des récoltes dépasse 99,99% des survivants. Point plus 100 000. Le taux de dommage des bâtiments de ta base est inférieur à 99,99%. Des survivants obtiennent plus 10 000 points. Le nombre de transactions complétées est de 19 400. 17 fois. Le montant des transactions dépasse celui de 99,99% des survivants. Point plus 100 000. Au décompte final, tu as obtenu 870 000 points de survie. Ton classement en points de survie est premier sur la planète A003. Tu as reçu une carte d'objet rouge modèle 1. En tant que premier du classement, la capacité de ton sac a été étendue à 1000 m3. Tu maintiens la première place, avec un sac d'une capacité de 1000 m3 et une récompense d'objet rouge. Yetchu affiche un sourire joyeux. Il ne s'attendait pas à ce que la récompense soit si généreuse cette fois. 1000 m3 d'espace dans le sac. Cela ne change pas beaucoup pour lui-même cependant. Monde réel. La plupart des choses utiles peuvent être apportées par soi-même. Mais la récompense des objets rouges est vraiment tentante. Il faut savoir, même si Yetchu a connu un développement explosif cette semaine, et même a réussi à éliminer astucieusement 2 êtres de grade violet doré, il n'a jamais vu la moindre lueur d'objet rouge tomber. Sans trop hésiter, Yetchu écrasa immédiatement la carte rouge qu'il tenait, accompagnée d'une légère lueur rouge. Une statue divine apparut devant Yetchu, sculptée à l'image d'un jeune garçon, enveloppé d'une cape, tenant des épis de blé. Yetchu esquissa un léger rictus. Les statues divines sont utiles, mais la plupart du temps seulement dans les territoires. Sans grand apport à sa propre puissance, je suppose. Mais bientôt Yetchu resta figé sur place, comme s'il avait vu quelque chose d'incroyable. Voici la description de l'objet donné par le système. Statue sacrée de l'arbre étrange. Description rouge, une statue divine liée à une grande entité. Consacrez-la pour prouver votre avenir. Il y a une statue divine. Donc la dévotion est utile. Caractéristiques, offrande de sacrifice. Chance d'obtenir l'attention et la bénédiction de la divinité. Dans la portée du territoire fertile. Cycle de croissance des cultures de qualité rouge. Du bétail et des minerais réduits de 20%. Culture de qualité violette.
Cycle de croissance des minéraux d'élevage moins 40%. Cycle de croissance des minéraux d'élevage des cultures bleues moins 60%. Minéraux des cultures de qualité blanche. Cycle de croissance moins 80%. Minéraux des cultures de qualité grise. Cycle de croissance moins 90%. Ressources renouvelables de qualité rouge et inférieure. Le niveau ne sera pas perdu normalement. Minéraux des cultures d'élevage de qualité inférieure au rouge. La qualité de la génération suivante peut s'améliorer. Bénédiction du Dieu de la vie. Dans les limites du territoire. Seigneur et sujet désignés de qualité inférieure au rouge. Augmentation massive de la limite de vie. Obtention d'une résistance faible à toutes les propriétés. Cet effet peut être attribué à 5 seigneurs maximum par jour pour augmenter la constitution. Affinité vitale rouge. Ces 3 caractéristiques luxueuses. Cet effet de bénédiction incroyable. C'est digne d'une statue de qualité rouge. C'est pratiquement un petit cheat. À part la caractéristique de sacrifice la plus ordinaire. Les 2 autres caractéristiques sont toutes 2 extrêmement démesurées. Réduction du cycle de croissance grâce à la caractéristique d'abondance. Cela signifie essentiellement que même si Yetchou ne va pas dans le monde réel plus tard, il ne manquera jamais de nourriture. Et la qualité des zones de ressources sous son contrôle ne fera que s'améliorer. Par exemple, la terre de qualité violette. Ces terres de haute qualité placées dans le territoire. Avec la plantation et la contamination des terres de bas niveau alentour. La qualité va naturellement diminuer. Mais avec la statue de l'arbre sacré et le couteau rituel. Cela signifie qu'un jour, même si Yetchou ne s'en occupe pas, la terre dans les limites du domaine deviendra de qualité pourpre. Et il y a aussi certaines ressources héritées d'Eric. Au fil du temps, la qualité s'améliorera progressivement. Tant qu'il y a assez de temps. Dans le domaine de Yetchou, il y a une descendance d'araignées, qui peut même se transformer en dragon. Dire que cet effet est incroyable n'est pas un euphémisme. Quant à la dernière caractéristique, elle s'adresse aux seigneurs et aux sujets. Tant qu'ils sont dans le domaine, la vie et la défense de Yetchou seront considérablement améliorées. Avec un physique spécial en plus. Cette constitution est de qualité rouge. Yetchou a immédiatement pris la statue en courant au 2e étage, plaçant directement la statue de la nuit éternelle et celle de la Sainte Mère de chaque côté. Et a respectueusement placé la statue de l'arbre sacré sur le plus haut autel. Mais ce n'est pas tout. Yetchou a même fouillé dans l'entrepôt et en a sorti quelques encens d'adoration qu'il a pris au passage, qu'il a planté dans le brûleur d'encens, offrant respectueusement une centaine de boîtes blanches d'objets. Yetchou a maintenant plus d'1 millier d'objets en stock. Sans oublier la statue de l'animal de chasse. Il n'a donc pas besoin d'être avare à ce sujet. J'ai toujours été un fidèle dévot de l'arbre sacré. Avec le sacrifice de Yetchou, et la transformation en un léger brouillard blanc qui disparaît lentement. Yetchou ressent soudainement que lui-même ainsi que son territoire subissent un changement étrange. Yetchou sent un picotement dans son corps, comme des fourmis qui rampent partout. Tout son squelette commence à s'étirer, comme s'il entamait une seconde phase de développement. Cette caractéristique commence à se manifester. Supportant cette sensation étrange, Yetchou ouvre son panneau personnel. L'état actuel de l'utilisateur anonyme Yetchou est très bon. La vitalité dans la zone du territoire est considérablement augmentée. Toutes les résistances aux attributs sont légèrement améliorées. Constitution, rareté, charme. 33 équipements cérémonie du brouillard blanc. Armure en bois vivant violet de feuilles restantes. Compétences violette, sprint. Tir en rafale bleue. Boule de météore verte 3/4, caractéristique corps du dragon enroulé. Ton activité vitale est largement augmentée par rapport à tes pairs du même niveau. Quand des semblables s'approchent de toi, ils sont plus enclins à t'apprécier. Affinité avec la vie. Ton corps est plus proche de la forme primitive de la vie. Le plafond d'absorption d'énergie est augmenté. La résistance au progrès est réduite. Endurance 3000. Balancement 3000. Caractéristiques d'affinité avec la vie. La limite d'absorption d'énergie augmente. La résistance à la progression diminue. Cela signifie qu'il est désormais doué d'un talent exceptionnel. En pensant à cela, Yetchou courut aussitôt hors de la forteresse, et se rendit à son atelier d'alchimie qu'il avait construit lui-même. La pièce était vide. Il n'y avait qu'un petit chaudron et plusieurs étagères en bois. Les étagères étaient couvertes de nombreux pots en porcelaine. Tous ces pots contenaient des pilules de condensation de jade préparées avec la chair et le sang d'animaux magiques en abondance. Prendre quelques-unes chaque jour suffisait pour une bonne absorption d'énergie quotidienne. Ayant juste mangé un repas, l'énergie dans le corps de Yetchou était naturellement saturée. Cependant, avec l'apparition de ce nouveau talent, il voulait voir s'il pouvait continuer à prendre des pilules de condensation de jade. Claquement, il ouvrit le bouchon de la bouteille. Yetchou versa une pilule, et la déglutit immédiatement. Puis son visage s'illumina de joie. En effet, le sentiment de sûreté habituel associé à une surconsommation de pilules n'était pas apparu. Il pouvait désormais ingérer davantage de pilules de condensation de jade. Chapitre 136, Progression de la glycine. Pensant à cela, Yetchou avala immédiatement toute la bouteille de pilules de condensation de jade. Une chaude et intense énergie se répandit dans tout son corps, mais disparut rapidement. Une vitesse de digestion aussi terrifiante. Si ce n'était son talent, il aurait certainement cru avoir pris la mauvaise pilule.
Ensuite, Ye-Chu mangea les pilules comme Sun Wukong dévorant des pilules d'immortalité. D'une traite, il a mangé toutes les pilules rouges accrochées au mur, jusqu'à ce que le dernier flacon vide soit posé. Ce n'est qu'alors qu'il a poussé un long soupir, encore insatisfait. Regardant autour les flacons vides, Ye-Chu a estimé que cette partie représentait une quantité équivalente à une semaine de consommation. Est-ce là la puissance d'un talent de qualité rouge? Avaler autant de pilules d'un seul coup. Ye-Chu ressentait un bien-être corporel profond. Tout son être semblait baigné dans une eau tiède. Flotter comme en transe. Comme marcher sur du coton. Flottant de retour vers la forteresse. Jian, qui attendait initialement dans le hall, fut soudain surpris. Seigneur du domaine. Que se passe-t-il? Ye-Chu fut un instant déconcerté. Que m'arrive-t-il? Prenant conscience que son état n'était pas normal. Ye-Chu prit immédiatement la parole. Jian, y a-t-il quelque chose de différent chez moi par rapport avant? Le visage de Jian s'empourpra légèrement. Il désigna le vestiaire. Cela ne semble pas être une mauvaise chose. Sinon, voyez par vous-même. Ye-Chu se rendit aussitôt au vestiaire. Dans la pièce, Ye-Chu se regarda entièrement. La personne dans le miroir toucha son visage, incrédule. Ce n'est pas la même chose qu'il y a quelques minutes. La taille de Ye-Chu avait augmenté de 56 cm, atteignant 1,85 m. Le visage déjà parfait se transforme peu à peu en quelque chose de mystérieux. Les cheveux, qui ne dépassaient d'habitude pas les épaules, ont aussi beaucoup poussé. Au départ, on pensait que c'était juste une deuxième phase de développement. Mais en réalité, c'était vraiment une seconde croissance. Bon, ce n'est en effet pas une mauvaise chose. Ye-Chu pensa à quelque chose. Il ouvrit généralement le panneau du système. En seulement quelques minutes, de grands changements étaient déjà visibles devant Ye-Chu. L'état actuel de l'utilisateur anonyme Ye-Chu est très bon. La vitalité dans le territoire a considérablement augmenté. Toutes les résistances aux attributs ont légèrement augmenté. Physique, trésor, violet, charme, équipement niveau 40, page restante du festival de la brume blanche. Armure de bois vivant violette. Compétence violette sprint. Tir en rafale bleu, boule de météore verte 3/5, caractéristique corps du dragon en spirale. Ton activité de vie est grandement améliorée par rapport à ceux de ton niveau. Quand des semblables s'approchent de toi, ils ont plus facilement de l'affection pour toi. Affinité vitale, ton corps est plus proche de la forme primitive de la vie. Le plafond d'absorption d'énergie augmente. La résistance aux obstacles lors de l'avancement est réduite. Corps sans fuite. Lorsqu'une compétence active est lancée, tu entres dans un état spécial. Pour 10 secondes, tu ne subis pas de dégâts des attaques de niveau violet ou inférieur. Une fois par jour en ligne. Endurance 5000/5000. Violet hors violet. Il est devenu une personne de rang pourpre doré. Pas étonnant que son apparence ait changé autant soudainement. Devenu pourpre doré. Son charme a d'un coup énormément augmenté. Une nouvelle caractéristique est apparue dans la mémoire. Et également une augmentation importante de la limite d'endurance. Si c'était avant, moi-même, j'aurais peut-être mis une semaine entière pour atteindre le rang pourpre doré. Mais à cause de la statue divine, le processus de progression a été avancé d'une semaine. Les objets de rang rouge sont vraiment à ne pas sous-estimer. Ye-Chu a laissé échapper un soupir. Le bonheur arrive vraiment de façon trop soudaine. Moi-même maintenant, j'ai quasiment la puissance qu'un seigneur devrait avoir. Alors que Ye-Chu ressentait cela, la voix du système résonna à nouveau près de ses oreilles. Vous avez sacrifié des objets ainsi que 100 étoiles blanches à l'arbre sacré. Votre action a reçu son approbation. Vous avez obtenu la prière de l'arbre sacré. La bénédiction dorée. Donc c'est une bénédiction. Arrivé un peu en retard, Ye-Chu ouvrit la description de la compétence. Prière de l'arbre sacré. Bénédiction dorée. Description de la prière exécutée par les fidèles de l'arbre sacré. Dessinant le symbole de l'arbre sacré, attirant l'attention de la divinité. Bénédiction dorée. Exécutant la prière pour un certain temps. Toutes les attributs sont augmentés dans une certaine mesure. Une prière pour améliorer toutes les caractéristiques. Et sans avoir à se torturer comme avec la prière douloureuse. C'est du bon matériel. Juste à temps pour atteindre le niveau pourpre doré. Un emplacement de mémoire supplémentaire. Ye-Chu a tout simplement équipé cette compétence. Après avoir équipé la compétence, Ye-Chu sentait que quelque chose n'allait pas chez lui en ce moment. Le corps semblait encore planer, cette sensation d'être sur un nuage. Ce n'était pas une hallucination. Ça n'avait pas disparu depuis si longtemps. Il a poussé la porte et quitté la salle des manteaux. Juste au moment où Ye-Chu soupçonnait un problème physique. Jian est arrivé à ses côtés. Seigneur du domaine. Il se fait tard. Il est temps de vous reposer. Grâce au rappel de Jian, Ye-Chu s'est rendu compte qu'il était déjà un peu plus de 2 heures du matin. Ainsi, l'annonce système d'aujourd'hui et l'idole de qualité rouge était vraie. Ce qui excitait Ye-Chu au point de ne presque pas pouvoir dormir. Il n'avait pas réalisé à quel point il s'était fait tard. Oui, je comprends. J'y vais tout de suite. Ye-Chu hocha la tête. Juste au moment où il voulait monter les escaliers, il s'aperçut que Jian s'était glissé à côté de lui. Et s'était placé derrière lui. Ne comprenant pas ce que faisait Jian, Ye-Chu se retourna pour jeter un coup d'œil. C'est alors qu'il découvrit, qu'on ne sait quand, la poignée de la porte du dressing était cassée.
Voyant Yetchu se retourner, Jian prit la parole. Seigneur du domaine, vous pouvez aller vous reposer. Je peux régler cette petite affaire. Yetchu sourit légèrement, puis ouvrit directement le système, cliqua pour réparer, et quelques morceaux de bois insignifiants disparurent. La poignée cassée fut instantanément restaurée. Jian remua sa queue, avec un air un peu déçu, comme pour dire qu'il n'avait pas réussi à aider le seigneur du domaine. Yetchu réfléchissait alors. Pourquoi cette forteresse récemment améliorée avait une poignée cassée? Ce n'était pas qu'elle s'était cassée toute seule, mais plutôt un problème venant de lui-même. Yetchu posa sa main sur le côté, attrapa plusieurs fois. La poignée en bois dur devant lui ressemblait à une boule de papier, qu'il écrasa sans effort en une boule, sans ressentir quoi que ce soit. Est-ce donc le Judas? Yetchu fut surpris un instant. Sans doute sa vitesse de progression avait été trop rapide, au point qu'il ne pouvait pas encore contrôler la force qu'il exerçait. Il semblait que cette sensation d'ivresse légère était l'expression d'une perception floue de sa propre puissance. Après avoir réfléchi à la technique de respiration chevaleresque qu'il venait d'acquérir, Yetchu prévoit de trouver le temps de s'entraîner un peu. Cette chose pourrait peut-être lui permettre d'améliorer sa maîtrise de son corps. Poussant la porte avec précaution, il s'allonge dans son lit, sous la couverture chaude. Yetchu rallume le système, trop occupé avec la statue et les améliorations. Il est maintenant temps de voir comment se passe la fusion des nouveaux canaux. Le classement individuel est terminé. La fusion des canaux débutera dans 10 minutes. Le nombre maximum d'utilisateurs pour cette fusion de canaux est porté à 10 000. Les survivants classés dans les 1 milliard derniers ont perdu le droit d'utiliser le sac à dos spatial. Les survivants classés entre les 2 milliards derniers et le 1 milliard dernier voient leur capacité du sac à dos réduite de moitié. Les 1000 meilleurs survivants bénéficient d'une augmentation de la capacité du sac à dos selon différents volumes. Durant la deuxième semaine, la planète A003 a vu la mort de 21 500 000. 1666 personnes. En espérant que la semaine prochaine nous pourrons encore nous revoir. Ils ont bien réduit les récompenses des canaux, comme prévu. Voyant que le système commence déjà à annoncer la fin, Yetchu ne savait pas quoi dire. Même si les ressources ne sont pas nombreuses. Un moustique, aussi petit soit-il, est toujours de la viande. Pourquoi ne pas les accorder finalement? Pendant ce temps, quelque part sur une lande déserte dans le monde des survivants, Édouard, couvert de sang, accroché à la taille, une lanterne, regardant les points éblouissants devant lui, classé deuxième, avec un visage incrédule. Comment se fait-il que je sois encore deuxième? Cette semaine, non seulement il a nettoyé toutes les nouvelles ressources, mais juste avant minuit, il a utilisé un boss géant qui allait devenir de qualité violette, ce qui lui a rapporté de nombreuses récompenses. Ce n'est pas tout. Il a même trouvé des survivants du canal voisin. Et en répandant des rumeurs, il a pillé énormément de ressources du canal voisin. À cet instant, ses points de survie ont atteint 200 000. Il n'a jamais connu un tel sommet. Pourtant, il ne pensait pas qu'il serait encore deuxième. Ses ressources ainsi que celles de ses 2000 survivants au total ne valent pas celles de ce gars. Leur organisation est vraiment trop soudée. Ils ont complètement investi dans une seule personne. Il possédait des médicaments de contrôle mental. Édouard était sûr que son organisation était parfaitement disciplinée. Mais quelle est cette personne? Est-ce par lavage de cerveau? Après un court moment d'hésitation, Édouard poussa un long soupir. Sans le total des points du canal, il ne connaissait pas la différence précise entre eux deux. Mais à ses yeux, la différence entre eux était sûrement très faible. C'est ça. Il a sûrement profité des bénéfices de la première semaine. C'est pour ça qu'il se développe plus vite que moi. La semaine prochaine, je le surpasserai sûrement. Édouard se donne un coup de boost en secret. J'ouvre le canal de discussion. C'est vraiment la pagaille dedans. Les messages défilent à toute vitesse. La limite du nombre de personnes pour la fusion des chaînes de la pluie torrentielle de la calamité naturelle est désormais de 10 000. Cela fait réfléchir Yetchu. Une chaîne de 10 000 personnes, sans parler de l'animation. Sa stratégie doit sûrement changer un peu. Si c'est encore comme avant, chacun limité à l'achat de 10 000 personnes, on peut consommer plusieurs tonnes de nourriture par jour. Vu comme ça ne semble pas tant que ça. Avec la statue de l'arbre sacré, les récoltes de ma terre doivent pouvoir être récoltées tous les 2 jours. Les pommes de terre à l'intérieur, les patates douces, etc., sont des cultures connues pour leur rendement élevé. De plus, maintenant que mon sac à dos est encore agrandi d'un coup, je peux transporter des milliers de tonnes de nourriture depuis le monde réel. Maintenir le modèle de commerce. Cela ne semble vraiment pas un problème difficile. Faisons comme ça. Yetchu porte une attention particulière aux nouvelles forces. Les grandes forces restent officielles. Il y a plus ou moins de survivants à l'intérieur. Ces personnes envisagent de s'unir pour créer un grand refuge. Après tout, il y a de la force dans le nombre. Certains disent dans le chat de groupe. Quand un refuge compte plusieurs milliers de survivants,